Salut, moi c'est Antoine. C'est le premier épisode d'un podcast dans lequel je me lance. Et aujourd'hui, je reçois Jordan Ehrenbogen, licencié STAPS, activité physique adaptée et santé, Exact. exactement. Et on va parler de la psychologie du sport dans tous ses aspects, mais notamment pour savoir comment, à travers la psychologie, on peut atteindre ses objectifs et aller plus loin dans le sport. Voilà. Donc bienvenue Jordan. Merci beaucoup. Bête d'introduction, donc on est vraiment au top. Non, vraiment C'est très c'est une bien. première, donc c'est cool. Déjà, Ouais, merci à toi d'être venu, ça fait très plaisir. ça me fait aussi plaisir. Pour commencer, directement aller dans le vif du sujet. Mhm. Donc, pour le contexte, tu es mon coach depuis, ça va faire maintenant 6 mois ou un peu plus. Tu es également un très bon ami à moi, Ouais, 6 mois, ouais, mais exact. ça va faire 6 mois exactement. Donc, tu m'as accompagné dans pas mal de choses. J'avais un objectif, on y travaille encore, etc. Mais voilà, donc on est amis, outre le fait que tu es juste un invité aujourd'hui. Exact. Je tenais à le préciser. L'un des points que je souhaitais aborder, c'est tout simplement l'intention qui est derrière le fait de faire du sport. Puisqu'on a tous pour volonté de faire du sport. Mhm. Si on souhaite avoir un train de vie relativement sain, de nos jours, c'est connu que voilà, le sport aide. Mais la question, c'est l'intention qu'on va mettre dans le fait de faire du sport. Est-ce que ça joue sur ta capacité, tes objectifs, ta capacité à atteindre tes objectifs, etc., etc. Oui, concrètement, oui. Il y a un vrai lien entre l'intention initiale, qu'on... En fait, en psychologie, on va plutôt parler de source de motivation, parce que l'intention initiale, c'est un peu abstrait, mais en fait, la nature de ta source de motivation, elle va avoir un impact concret sur ta façon, en fait, de pratiquer le sport et sur la qualité de la motivation dans le temps. Ça veut dire que, pour être concret, par exemple, si ta source de motivation, elle est très extrinsèque, par exemple, que tu vas vouloir chercher à atteindre un objectif purement physique, que tu vas... je vais te donner un exemple. Tu pourrais juste détailler extra-sec, tu entends? C'est-à-dire ce qui Alors, en est fait, oui, superficiel oui, c'est vrai, plutôt. ouais, je fais peut-être un lien hyper rapide. En fait, c'est basé sur la théorie de l'autodétermination. Théorie de l'autodétermination, c'est une théorie en psychologie qui étudie la motivation sous la forme, en fait, de sources qui sont plus ou moins intrinsèques ou extrinsèques à la personne. Ce qui va être D'accord. intrinsèque, ça va être quelque chose qui va être issu de l'intérieur, grammaticalement. Intrinsèque, c'est Mhm. de l'intérieur. Extrinsèques qui vont avoir un lien avec des facteurs extérieurs. Par exemple, une source de motivation qui va être intrinsèque, ça va être le plaisir. Mhm. Si tu pratiques un sport pour le simple plaisir de le pratiquer, c'est littéralement la source de motivation la plus intrinsèque qui existe. Mhm. Donc, c'est-à-dire Euh, que dans l'activité, dans le sport que tu vas faire, dans l'activité en soi, tu gagnes du plaisir. non, c'est pas le, c'est pas, en fait, c'est pas ce que tu vas gagner, c'est plutôt ce que tu vas ressentir en le faisant. Euh, Ça veut dire qu'en fait, par exemple, c'est quoi ton sport préféré à toi? Ou en ce moment même. Le MMA, je dirais, Voilà, tout en de ce suite. moment, t'es beaucoup sur le MMA. Tu vas pas faire du MMA en te disant, bah, j'espère devenir super musclé, par exemple. Oui, bien sûr, ok. T'es Oui, pas en ça train fait de pas sens chercher, avec le sport en question. ouais, et t'es pas en train de chercher en fait un objectif physique quand tu vas. Tu Mhm. vas littéralement pour le simple plaisir de, 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 de faire un peu de combat On ou ce reste genre de poli, choses. quoi. Voilà, on va rester Exactement. poli, mais dans l'idée, c'est ça. C'est que Exactement. tu vas pour le simple plaisir de l'activité. Mhm. Ça veut dire que Après, le là, côté technique également, pardon, je te coupe, mais le côté technique, dans le souhait de vouloir devenir meilleur à quelque chose, dans c'est quelque c'est chose. développer des compétences. C'est Donc, au aussi une final, source développer des de compétences. motivation intrinsèque. D'accord. Parce que c'est ce développement de compétences, il n'a pas pour but d'atteindre quelque chose en extérieur directement. Tu vois, il n'y a pas ce truc de ah j'ai envie de développer une compétence comme ça je peux faire je sais pas comme ça je peux faire agent de sécurité et mettre sur mon CV et ben je fais du MMA. Tu vois, c'est pas ça la Mhm. démarche. C'est j'ai envie de développer des compétences parce que j'ai un attrait pour la discipline, elle m'intéresse, je suis focus dessus, elle me procure du plaisir quand je la pratique et je sens que je développe mes skills. Et bah du coup Mhm. là à ce moment-là en fait ta source de motivation elle est très intrinsèque. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins susceptible de se dégrader dans le temps, D'accord. que tu as un rapport à la résilience qui est beaucoup plus profond que si tu as un objectif qui est purement extérieur. Donc, littéralement, tu réduis
la probabilité d'échec Ouais, ou exactement. de manque d'attention au cours Exactement. de MMA pour Et prendre mon exemple. là où ça va être déterminant, c'est qu'en fait, tu as un certain investissement dans ta pratique. Mhm. Plus ton objectif il est extrinsèque, par exemple, très compliqué de performer en ayant comme seule motivation Donc, de gagner de l'argent, par exemple, ou ah. ce genre de choses. Mais là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, la motivation et l'objectif. Donc, c'est-à-dire que chacun peut être extrinsèque ou intrinsèque. Tu peux avoir une motivation intrinsèque ou extrinsèque, ou un objectif extrinsèque ou intrinsèque. Mais Enf- concrètement, si ton objectif c'est quelque chose de. Moi, j'aime bien l'appeler superficiel. On est plutôt sur ça, non? Ouais, Quelque en chose quelque que sorte, c'est ça, t'extra. ouais. Donc, dans l'idée, ta motivation va être superficielle si ton objectif l'est également. C'est ça un peu l'idée derrière. Et donc, par superficialité dans la motivation, on sous-entend le fait qu'il y aurait une moins bonne euh, discipline derrière. En fait, si Tu tu vois, je veux dire, veux, si la mo- tu ouais, t'imagines une échelle ouais, qui va de 0 à 10. À 0, tu as les motivations les plus extrinsèques. ok. Par exemple, avoir de la reconnaissance sociale, Mhm, c'est hyper extrinsèque. Genre, mhm, si tu vas faire un sport en disant juste j'ai envie de pouvoir dire aux gens que je fais ce sport, mhm, bah, ta source de motivation n'est pas durable. ok. Elle peut durer dans le temps parce qu'il y a plein de choses qui font que tu peux quand même continuer un sport en ayant des Mhm. motivations extrinsèques. Si au final, tu mets beaucoup d'importance dans l'image de toi, par exemple. Ouais, par Du exemple, coup, c'est ça ça, serait une exactement. grande source de motivation. Exactement. Ah, donc c'est intéressant, qu'il y a un parallèle là entre l'objectif peut-être extrinsèque, mais pour autant ta motivation pourrait, d'une façon ou d'une autre, être quand même relativement Ouais, forte. ouais. Si t'es quelqu'un qui En fait, te voit comme ça. c'est hyper abstrait. Parce que si tu veux, euh, tu peux très bien ressentir du plaisir au début d'une pratique parce que c'est nouveau. Et à un moment donné, laisser tomber. Et là, ta source de motivation, on va dire, ah, bah, ça marche pas du tout, cette théorie. Parce que bah, au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, bah, j'ai plus du tout le même plaisir quand je fais la pratique et j'abandonne. C'est quelque chose qui existe. Mais là, c'est plutôt un rapport qu'on a à notre pratique qui va être différent. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si tu as un objectif très précis, un objectif de performance, et que tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va Mhm. être beaucoup plus difficile que celui qui se lève tous les matins avec l'envie d'atteindre cet objectif et le plaisir de tout le processus qu'il met en place pour y arriver. Et c'est Ok. en ça que, en fait, l'intention initiale a du sens. Ok. Parce que c'est ce qui va plus ou moins dicter en fait notre résilience à travers la qualité de la motivation et son caractère extrinsèque ou intrinsèque. D'accord. Et donc la capacité à atteindre ses objectifs au final. C'est ça. Ok. Derrière la motivation, pour moi, il y a indéniablement quelque chose qui est la facilité de l'activité, entre guillemets. Donc, par facilité, je peux entendre que si c'est quelque chose comme par exemple aller danser, parce que tu prends des cours de danse avec des amis et que c'est pas pour devenir meilleur danseur de la planète, Mhm, mais juste pour le fun, ça peut être quelque chose de facile à suivre. Mais si mhm, tu fais quelque chose de dur, là pour prendre l'exemple à nouveau du MMA, où ça va être physiquement difficile, où tu peux te blesser relativement facilement, etc., la motivation peut être plus compliquée à maintenir. Puisque tu as cet aspect où tu sais que comme s'il y avait un espèce une échelle coût pour l'activité en question. Donc si elle me coûte cher sur un point de vue comment dire, euh, comment dire maintenant? Si elle me coûte cher d'un point de vue investissement, potentiellement que ma motivation va du coup être diminuée. Et c'était l'une des questions que j'avais justement. Est-ce que le fait de faire un sport qui est dur, est-ce que le fait de faire des choses dures a un quelconque effet sur la psychologie? Est-ce que ça va amener les personnes à devenir par exemple moins résilientes, plus résilientes dans leur train de vie basique pour tous les jours, pour leur activité, pour laver la vaisselle, va savoir quoi? Est-ce que littéralement il y a un lien psychologie et le fait de faire des choses dures? Et ultimement, est-ce que le fait de faire des choses dures renforce d'un aspect ou d'un autre quelque chose de psychologique? C'est une très bonne question. En vrai, c'est super intéressant. Est-ce que le fait de se mettre dans des situations inconfortables Ça, permet de nous faire évoluer dans notre vie de tous les jours? sortir de sa zone de confort, est-ce que Ouais. c'est utile ou non? Euh, sur le plan purement physiologique, c'est hyper utile. Là, je parle pas de psychologie, je parle vraiment de physiologie. En fait, le principe même de progression consiste à nous mettre dans des zones d'inconfort, pour être même très précis. En fait, par exemple, quand tu vas faire du renforcement musculaire, tu vas mettre tes muscles dans une situation de stress, ton corps dans une situation de stress,
et Mhm. les mécaniques biochimiques qui font que à un moment donné, tu as des endorphines, de la dopamine et tout ce qui sort, et cette sensation de plaisir, en fait, ça arrive en réponse à un stress. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des séances où il n'y a plus forcément ce stress. Il y a un stress mécanique de la charge qu'on va utiliser, il y a on va dire un certain effort qui est donné, mais on a quand même une sorte d'accoutumance à un moment donné aux charges qu'on soulève, Force de répétition, en fait. à force de ouais, exactement, à force de répétition, il y a une certaine accoutumance qui arrive. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça devient difficile de sortir de sa zone de confort. Parce que, Ah, ok, en oui. fait, à la base, est-ce que je sais pas si tu as beaucoup de personnes qui sont sportives dans ta famille, mais si là tu prends l'exemple d'une personne qui l'est pas du tout Mhm. et que tu l'amènes faire une séance de 15 minutes, Mhm. et ben en fait, cette personne elle va énormément sortir de sa zone de confort. Que ce soit sur le plan psychologique, parce que sur le plan psychologique, en fait, elle bouleverse ses habitudes, et sur le plan physiologique, c'est exactement pareil. Son corps, il y a pas d'accoutumance, vu que c'est la première fois qu'elle va faire une séance de sport, par exemple. A contrario, si tu prends une personne qui est très sportive, que tu l'amènes faire un sport qui est peut-être moins énergivore que la pratique que cette personne a au quotidien, et ben en fait, il y aura peut-être même pas ce sentiment d'être sorti de sa zone de confort. Par énergivore, tu veux dire quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. Énergivore, je sais pas si c'est un terme qui existe vraiment, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour dire Quelque chose qui demande beaucoup qui d'énergie. demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, ouais. D'accord. Euh, Indéniablement, sortir de sa zone de confort, ça nous fait toujours progresser. Il n'y a pas de... Alors, évidemment, il y a une certaine... comment dire ça? Il y a une certaine limite à respecter, j'ai envie de dire. Mhm. Dans le sens, tu vas pas te mettre en mode survie dans un désert en disant ah bah là je sors de ma zone de confort, ça va me faire progresser. Tu risques probablement d'avoir des séquelles, tu vois. Mais par contre, dans ta vie de tous les jours, d'essayer de bouleverser un petit peu tes habitudes. Dans le sport, essayer de nouveaux types de sport, essayer des nouvelles méthodes d'entraînement, faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire aussi des choses qu'on aime faire parce que on en parlera plus tard, mais mon approche repose beaucoup sur ces sources de motivation dont on parlait avant, et sur le fait de créer le plus possible des sources de motivation intrinsèques pour faire durer l'effort. D'accord, ce qui explique totalement pourquoi au début de quand je suis venu vers toi pour le coaching, tu m'avais Mhm. demandé d'expliquer mes motivations. Et que tu avais Exactement. observé après, tu m'as expliqué plus tard que le fait que mes motivations étaient relativement intrinsèques Mhm. t'ont conforté dans l'idée de me coacher parce que tu t'es dit que du coup, c'est plus probable que je sois plus assidu, discipliné, etc. vis-à-vis de la Exact. programmation que tu m'as faite. Ben là, c'est hyper intéressant parce qu'on peut faire le parallèle entre ces deux questions, notamment avec ton cas à toi, mais ça marche de manière générale. Plus on va réussir, euh, là c'est vraiment en termes purement, je parle purement en tant que coach, Mhm. plus on va réussir à détecter des sources de motivation qui sont intrinsèques chez notre athlète, Mhm. plus on va pouvoir le mettre dans des situations où on va pouvoir le faire sortir de sa zone de confort. D'accord. Exemple, s'il y a quelqu'un qui vient te voir en disant je déteste le sport mais je veux maigrir, et que tu commences à lui faire faire des choses que la personne déteste, bah alors c'est bien, tu vas prendre ton billet sur la programmation que tu l'as faite, mais la personne à un moment donné elle va arrêter. Mhm. Parce que tu n'as créé aucune source de motivation intrinsèque, et qu'au bout d'un moment ça s'épuise, Ah, parce que on peut pas aller contre le fait de détester faire les choses. Au bout d'un moment, on peut commencer à aimer avec le temps, mhm. mais pour commencer à aimer, il faut qu'on fasse des choses qui nous procurent du plaisir, des choses ludiques ou ce genre de choses. S'il y a quelqu'un qui vient vers moi avec des sources de motivation qui sont très extrinsèques, un but purement physique ou un objectif, je sais pas, bah, j'ai envie un jour de pouvoir faire un semi, mais je déteste courir. Ok, La question c'est pourquoi est-ce que tu veux faire un jour un semi? Et si la déjà, raison, exactement. c'est très... ouais, parce que j'ai un collègue qui l'a fait, Ouais. et il m'a mis au challenge d'en faire un, voilà. Et si c'est ça, c'est complètement ok. Ok. Mais c'est potentiellement moins... Bah, euh, à ce moment-là, moi, en fait, ce que je vais devoir faire, c'est prendre en compte qu'il va falloir que je lui fasse quelque chose d'un minimum ludique. D'accord. Ah, ok. Tu vois, c'est surtout Après, ça, en t'ajustes fait. toi de ton côté comment est-ce que la Exact. personne va s'entraîner pour que il y Exact. ait la probabilité que la personne continue sur la programmation, elle soit plus élevée Ouais, que... exactement. D'accord. Et ça vient, c'est pour ça que je disais qu'on faisait le lien avec cette deuxième question, c'est que justement,
je te disais qu'il y a des limites dans le fait de sortir de sa zone de confort. Ces gens, quand ils viennent avec un objectif euh, qui est source d'une motivation purement extrinsèque, et ben ils sortent déjà de leur zone de confort de fou. Parce qu'une personne qui vient en disant je déteste le sport mais je veux maigrir, et que d'un coup tu vas lui faire bah, toi c'est quoi? C'est genre le squat bulgare que tu trouves hardcore? Oui, ouais. Voilà. Bah genre, Enfin, tu, du tu squat bulgare avec des haltères de Ouais, 25 kilos voilà, peut-être. oui, 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 bien sûr. Mais je veux Pas... dire par là, eh ben, tu t'imagines que si tu détestais aller à la salle et que le premier exercice que je te faisais faire c'était Ah, celui-là, bah, c'est horrible. Et en plus de ça, il y a des chances que je te fasse culpabiliser parce qu'au bout de 3 semaines, t'as plus du tout envie de faire de sport et compagnie. mhm. Alors que si, eh ben, on arrive à rapidement détecter les exercices que t'aimes faire, qu'on se focus un petit peu sur ce que t'aimes faire, au bout d'un moment, tu dis, bon, en vrai, je commence à prendre cette habitude, j'aime bien, et plus tard, on arrive à recréer des situations où on sort de ta zone de confort. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Mais c'est C'est toujours ça assez. l'objectif en fait. Au final, si maintenant je sais pas, ton développé couché c'est 105, comme il me semble que tu l'avais. T'es content avec ton 105, ou ton 100, pardon. Euh, 105, ouais, c'est ça. ok, 105, excuse-moi. Attends, j'enlève un peu de poussière sur l'épaule. Euh, Ok. si admettons c'était 100, enfin voilà, si maintenant ton développé couché c'est 105 et tu te dis, enfin t'as aucune perspective d'augmenter ton développé couché, euh, du coup tu restes dans ta zone de confort des 105 et au final, qu'est-ce que ça cause? T'as aucune évolution ou enfin je veux dire concrètement, tu vas pas prendre de muscle ou est-ce qu'il y a un rapport direct avec le fait de réussir à construire un muscle? Est-ce que le muscle va se s'affaiblir? Est-ce qu'au contraire, il va juste rester neutre entre guillemets, donc ne pas se Non, renforcer, ne pas s'affaiblir? Est-ce que non, non, c'est pas forcément ça. Mais en fait, tu peux le voir. Il y a des personnes qui stagnent, mais qui ont quand même un gros physique, par exemple, Donc ou qui ont une stagne dans le très bonne. sens... Ah, du poids, là on parle. Ouais, soit qui vont stagner, qui vont être sportifs, qui vont avoir un bon physique, mais qui vont plus forcément évoluer. Ok. Et ça, c'est Mais là, l'évolution, complètement. tu la bases sur quoi? Sur le poids soulevé? Sur le poids soulevé, sur Le physique aussi? l'apparence ou quoi que ce D'accord, ok. soit. Ce que je veux te dire, c'est que c'est propre à chacun pour le coup. En fait, tu vois, c'est un peu cette phrase, là ça fait très développement personnel, mais quand on dit de viser la lune, Oh non, j'atterris dans il les a pas dit étoiles. ça sur le Non, premier non, mais épisode. non, 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 mais ce que je veux te dire, c'est que C'est bon, je rigole, plus je tu as rigole. un objectif qui est grand, plus il y a de chances que tu Ah, évolues quand même. Enfin, la fin de la phrase, c'est genre, tu vises la lune pour... ou tu vises les étoiles pour, dans le pire des cas, t'atterris sur la lune. c'est Ou l'inverse, je genre, crois. Mais oui, c'est pas de ça. soucis. Ce que je veux te dire, c'est que par exemple, toi, si tu me dis bah, j'ai envie de squatter 200 kilos, Ouais. bah, il y a plus de chances qu'un jour tu squattes 160 que si tu me dis j'ai envie de squatter 160. D'accord, ok. Tu vois? Et en fait, c'est ça. Ça rejoint Euh, quelque chose de très intéressant, qui est l'une de mes questions de plus tard, mais on peut déjà en parler maintenant, ouais, qui est que dans mon cas, à moi personnel, il y a eu ce ouais, moment-là où je voulais squatter 100 kilos. On l'avait fait ensemble à la salle. Et au final, alors que le 100 kilos était très bien passé, ouais. le 105 a été impossible. On Mais l'a fait oui, à c'est 3 ou ça. 4 reprises. Et à aucun moment, j'arrivais à la soulever, quoi. Ce qui était, sur le coup, me paraissait impossible dans le sens où si le 100 était aussi bien passé, pourquoi 105 ne passe Oui. pas? Mais au final, après, avec ton explication, il s'avère que c'est plutôt logique. Si mon objectif c'était de 100, qu'une fois accompli, bah, je sais plus où viser, quoi. Genre, j'ai plus le même objectif. Et donc, du coup, ça lie pas mal la psychologie à la physiologie, qui est que mon corps, littéralement, s'est dit, bah, c'est bon, t'as fait les 100 que tu voulais. Là, les 105, Ouais, en calme-toi. fait, et même enfin, quand on était sur le mont, tu le remarques même toi, l'investissement que tu as eu pour aller vers ta barre à 100 était complètement différent de l'investissement que tu as eu pour aller vers ta barre à 105. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que si dans ta tête, tu avais eu envie de squatter 120, t'aurais eu beaucoup de sérieux sur ta barre à 100, beaucoup de sérieux sur ta barre à 105, beaucoup de sérieux sur ta barre à 110 que t'aurais peut-être échoué. On sait pas, tu vois. Mais là, on est passé d'une barre à 100 où t'étais hyper focus, placement de la barre, bracing, on déraque, on est stabilisé, on descend lentement, on explose en remontant, à je me cale sous la barre à 105, je déraque la barre, elle bouge dans mon dos, elle se soulève, et je me laisse écraser, et d'un coup, oh merde, je pensais que ça allait être. Mais en fait, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas prévu à un moment donné d'aller vers ça. Et c'est très compliqué d'arriver. Enfin, c'est rare en fait, d'ailleurs. C'est plus souvent. On arrive plus souvent dans la situation où on surestime ses capacités que où on les sous-estime.
Mais là, tu es au tout début, donc forcément, Attends, pardon, on arrive plus souvent Ok, il y a plus souvent une surestimation de ses capacités plutôt qu'une bien sûr, surestimation. D'accord. ça arrive beaucoup plus régulièrement que un athlète dise, OK, là, je vais tenter, d'ici X mois, je vais tenter un PR au squat, un record. Personal record, ouais. Voilà, un record au squat. Euh, je vais essayer de faire 160 kilos. Et au final, il va s'arrêter à 155 parce qu'il sent qu'il n'y arrive pas. Plutôt que il pulvérise la barre à 160 et il se dit, ah bah en fait, peut-être que je peux encore monter plus, mais je sais pas à combien. D'accord. Ouais. Ça arrive plus souvent dans l'autre Oui, ce sens. qui est logique, puisque tu vas toujours jouer avec ta limite en fait au final. Ouais, c'est ça. D'accord, ça relie un sujet dont j'aimerais bien parler qui est tout le côté record du monde, les performances dans un cadre olympique, etc. Mhm, Puisqu'il y a un phénomène qui est connu, c'est qu'en fait, dès qu'un record du monde, ça s'appelle l'effet record du monde, dès qu'un record du monde est battu, il y a un grand nombre d'athlètes qui vont par la suite dépasser ce cap-là. Donc il y a par exemple un exemple de... Enfin, Eddie Hall en 2016, par exemple, qui avait fait un deadlift à 500 kilos. Là, il y a le Bjorson, je sais pas trop comment tu le dis. Tu connais pas? non, je crois pas. C'est un mec qui, en gros, dans l'idée, l'a fait à 501, juste pour battre le Eddie Hall, mais il l'a fait en dehors des qualifs. Mais bref, dans l'idée, le 500, le deadlift à 500, impossible. Enfin, je veux dire, voilà, si tu remontes 30 ans en arrière, impossible. C'est la même chose avec le 4 minutes pour le mile, qui était en 54, si je ne me trompe pas, qui était battu par quelqu'un qui s'appelle Bannister aux Mhm. États-Unis. Oh non, en Angleterre, pardon. Et du coup, après, ça a créé, ça a débloqué quelque chose psychologiquement. Du coup, ça peut que être psychologique, là, puisque les autres athlètes l'ont observé. Et après, se sont rendus compte que c'était possible. Et donc, ont été capables d'aller potentiellement faire plus par la suite. Euh, et ça lie, en fait, donc ce sujet, cette grande introduction, à une question qui est, est-ce qu'on est voué à toujours aller vers plus? C'est-à-dire dans le sens toujours plus fort, toujours plus lourd. On en a parlé avant, soulever, voilà, tu arrives à soulever 155. La prochaine question, c'est est-ce que tu peux faire 160? Si oui, et si c'est toujours sur cette optique-là, est-ce qu'un jour on pourra courir en moins de 9 secondes un 100 mètres, par exemple? Est-ce que l'humain a une limite physique, physiologique, au niveau des os, des articulations, des tendons? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Puisque, pour reprendre l'exemple des 100 mètres, les scientifiques de l'époque étaient quasiment sûrs que c'était même impossible. Et pourtant, ça a été fait. Donc voilà, je sais pas si ça te parle. Déjà, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on parle de ça, dans le sens où c'est un phénomène qui est connu, mais c'est pas du tout un phénomène qui est, je vais le dire comme ça, qui est reconnu. Euh, on- Potentiellement, alors je sais pas si tout le monde en a déjà entendu parler, mais il y a beaucoup de gens qui en ont déjà entendu parler de ça. Pour autant, c'est pas du tout des choses qu'on calque sur notre vie de tous les jours, alors qu'en fait, c'est présent dans littéralement tout ce qu'on fait. Dans tout ce qui nécessite de pratiquer quelque chose, Mhm. et ben on va observer cette chose d'être, de suivre en fait, pas une tendance forcément, mais d'initier des choses parce qu'on le constate chez les autres. Euh, Dans le cas de ce type de performance, évidemment, il y a des croyances qui sont limitantes. Si on commence à se fixer, si on commence à dire ah non, ce sera jamais possible, et que tout le monde croit foncièrement que ce sera jamais possible, ce sera jamais possible. Jusqu'au moment où ça le devient parce que quelqu'un l'a tenté. Parce que quelqu'un a pensé que c'était possible. Oui. C'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, on s'est rapproché des 10 secondes, on a dit non, mais il y aura jamais personne qui arrive à courir sous les 10 secondes. Bah, Usain Bolt, au moment où il a couru son 100 mètres sous les 10 secondes, euh, potentiellement, avant, à l'entraînement, il avait déjà couru sous 10 secondes. Oui, bien sûr. Peut-être, c'est possible. Ou en tout cas, à ce moment-là, il savait que c'était possible, qu'il était en mesure de pouvoir courir très vite et de potentiellement réaliser ça. Mhm. Il faut passer par le fait d'avoir des personnes qui y croient, qui le réalisent, pour, pour en fait que ça, pour que ça se calque. Je vais te donner un exemple qui est beaucoup plus concret. Dans le CrossFit, par exemple, quand on va voir une personne de 50 ans, 60 ans réaliser un muscle-up, et ben en fait, ça débloque complètement cette idée que à 50, 60 ans, on n'est pas forcément obligé d'être en mauvaise condition physique. Et du coup, tu vas avoir des darons, pardon, des personnes.
des Les adultes. darons, ça. Ouais, bon, voilà, on peut garder ça. Mais des personnes de 40, 50, 60 ans qui vont se dire, oh, mais en fait, Si je suis lui, il y peut-être pas arrive, si faible pourquoi? que ça. Je suis peut-être pas dans une condition physique ou à un âge où je peux pas forcément m'autoriser ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui réalisent des performances incroyables euh, et qui bouleversent ces codes-là sans que ça concerne des records du monde, forcément. Mais dans les records du monde, Ah, c'est beaucoup d'accord. plus parlant pour tous parce que bah, c'est quantifiable et qu'on le constate en continu. Mais là, des personnes qui courent très proche des 10 secondes ou qui courent en dessous des 10 secondes, il y en a eu d'autres depuis Usain Bolt. Bien sûr. Il y aura forcément quelqu'un qui va battre son record. C'est D'accord. indéniable. Il y aura forcément quelqu'un au bout d'un moment qui va reproduire le même, qui va dire en fait, avec encore un tout petit peu plus, je vais pouvoir dépasser ce record. Est-ce qu'on courra en dessous de 9 secondes? J'en sais rien, mais j'espère sincèrement. D'accord. Ce serait Et génial. ce serait la logique des choses. C'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui se dise, enfin ça va déjà probablement exister, il y a déjà probablement des athlètes qui font un 100 mètres qui se disent un jour je vais réussir à le faire sous 9 secondes. Si ça se trouve même, je ne suis pas au courant, il y a peut-être des gens qui l'ont même réussi mais sans que ce soit officiel ou des choses comme ça. Peut-être. Ça m'étonnerait Je parce que pense qu'on quand le même, saurait quand même, ouais. enfin 59 secondes de moins que, enfin non pas 50. millisecondes pardon. Ouais. Autant, enfin ça paraît très gros quand même quoi. Ouais, ça paraît très gros. Mais il y a toujours ce truc de se rendre compte que l'athlète qui réalise la performance est un humain. Oui. Usain Bolt, il n'a pas des compétences. Il n'a pas une physiologie particulière. Alors, il a un corps qui est fait pour courir le 100 mètres en termes de longueur de segment et tout ce qui va avec. Mhm. Mais en tant que tel, il y a plein d'autres personnes qui ont aussi cette longueur de segment, qui ont aussi des capacités, qui ont d'autres avantages peut-être. Ah donc ça rejoint, attends, je te coupe vite fait. D'après toi, la raison principale qui fait qu'il est capable, ou qu'il a actuellement le record du monde pour le 100 mètres, elle est bien évidemment pas que physiologique. Ah non, pas du tout. Elle est aussi, pour toi, énormément psychologique, j'imagine? Ah ouais, D'accord. complètement. Complètement. Après, concrètement, si là on parle que d'Usain Bolt, euh, il me semble-t-il que c'est pas forcément sa vitesse de départ, parce que les disciplines de course, type 100, 200 mètres, Mhm. ce genre de choses, on analyse beaucoup en fait, en fait, à différentes qualités. T'as des gens qui vont être très très bons pour atteindre une vitesse max très rapidement, Mhm. Donc en accélération, littéralement. en accélération, qui vont accélérer très vite et qui vont arriver à tenir une vitesse, enfin une vitesse au bout d'un moment qui est peut-être euh, moins rapide que ceux qui sont derrière, mais vu que ceux qui sont derrière, ils n'ont pas accéléré assez tôt, ou ils n'ont D'accord. pas réussi à accélérer assez tôt, ils sont quand même derrière, en gros. Mhm. Euh, Quand on étudie un petit peu ce type de sportif, bah, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Usain Bolt, me semble-t-il, là je préfère pas dire n'importe quoi, mais il me semble que il avait cette capacité à tenir une vitesse très haute très longtemps. D'accord. Ça veut dire que à la fin, là où tout le monde commence à ralentir, parce que 100 mètres c'est pas grand-chose, mais c'est pour ce type d'effort, et ben il y a un moment où forcément la L'effort, vitesse, oui. soit elle se stabilise, soit on ralentit, Mhm. enfin elle se stabilise au moins quoi. Et me semble-t-il que Usain Bolt avait ce truc d'être, et là encore, hein, même s'il est plus coureur aujourd'hui, il fait du football. Je sais pas si tu es au courant, Ah mais ouais? ouais, voilà, Aux maintenant il fait. États-Unis, genre? Je sais plus dans quel club, mais il fait du foot. Je trouve ça très drôle. Football, on parle de foot avec la balle De entre les soccer, cages, ouais, hein, de vraiment, soccer, ouais. ok, ouais. Ouais, c'est fou, genre. D'accord, ok. Ouais, Mais incroyable. voilà. Euh, Mais il avait c'est vrai parce que son écart, quand tu regardes les courses, il est sur la fin. C'est sur Oui, les derniers 20 à 10 mètres que tu vois qu'il que met d'un coup, en vraiment une fait, il grosse y en a avance, quoi. plein qui arrivent plus à tenir leur vitesse, et lui Bien, est donc ça. encore bien, et enfin, bon, c'est un athlète exceptionnel dans tous les cas. Mais je veux dire par là, voilà, il y a plein de facteurs comme ça qui font qu'en fait, à un moment donné, peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui arrive à reproduire cette même vitesse, à avoir cette même qualité-là, avec une accélération un tout petit peu plus rapide. Ah, ok. Et du coup, il n'aura pas forcément été meilleur sur ce segment à la fin, mais il était meilleur sur son accélération de départ, et du coup, il gratte un millième ou un dixième de seconde, Mhm, et ainsi de suite. mhm. Faut aussi penser que euh, on parlait avant de limite absolue. Est-ce qu'il y a une limite absolue, une limite humaine
physiologique, biologique ou quoi que ce soit. Euh, Faut imaginer ça comme une courbe, comment dire ça? Exponentielle? Non, justement, l'inverse. Ah si, justement. L'inverse, Oui. contre-exponentielle, je sais pas Ouais. si on appelle ça, Je sais je pas non sais plus. plus comment on appelle. Mais voilà, en fait, une courbe exponentielle, mais dans le sens inverse. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où, ben, en fait, on comptera plus en. Là, actuellement, on va compter peut-être en dixième et en centième de seconde. Euh, on va se dire, ah, ok, peut-être on passera jamais sous les 9 secondes 3, mais qu'à un moment donné, le but, ce sera de passer sous les 9 secondes 35, et qu'un jour, ce sera de passer sous les 9 secondes Par palier, tout 355. simplement. Ouais, voilà. Et en fait, qu'au bout d'un moment, battre des records du monde, ça se fera à 500 grammes, ça se fera Grammes. 500 grammes par milli. exemple. Non, je parlais grammes par exemple, Ah, je pour. parle sur un deadlift. Peut-être D'accord. qu'au bout d'un moment, ce sera plus des kilos. Peut-être qu'on commencera à avoir une tendance où on n'arrivera plus, où on trouvera plus d'humains qui arrivent à faire Mhm. plus que. L'exemple typique, après, ça pourrait être juste de l'ego, mais c'est que le Jorson qui a battu le 500, non officiellement, le deadlift de 500 kilos, Mhm, il a fait à 501. mhm. C'est l'exemple, voilà, il aurait pu le faire potentiellement plus, on va savoir. Peut-être, ouais. Mais c'est 501 parce que potentiellement que là, on est à un tel niveau que le prochain, ce sera 501,25 Exactement, peut-être. c'est ça. Quelque chose comme ça. Et les records tendent toujours Ce qui est logique. à, Et du coup, à faire ça. en te rapprochant de la limite probablement physiologique, puisqu'il y a forcément quelque part une limite physiologique là. Je veux dire, un jour courir un 100 mètres à 5 secondes, sauf si on développe. Après, ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on va. J'avais lu ça quelque part. Est-ce qu'à un moment, on développera une façon de courir qui est différente, potentiellement sur les quatre pattes? C'est une vraie étude qui a été faite. Ah ouais? Potentiellement que, C'est puisque tous les intéressant. animaux qui courent extrêmement vite, ils courent sur quatre pattes, Ok. non sur deux. Mhm. Puisque c'est juste d'une façon aérodynamique, c'est plus logique d'être sur quatre pattes. Ok. Puisque tout ton poids va être plutôt sur Méga l'avant, intéressant. les J'avais jamais pattes vu ça. arrière, entre guillemets, vont pouvoir projeter, enfin, etc. Et potentiellement que, voilà, il y a peut-être des gens de nos jours qui s'entraînent à quatre pattes. À savoir, et peut-être que le record du 100 mètres, ce sera à quatre pattes dans le futur. Et du coup, Ce serait ça incroyable. rejoint un peu ça. Ce serait phénoménal. J'ai très envie de le voir. Si c'est visionnable un jour, j'ai très envie de le voir. Ah ouais, ça doit être incroyable. J'avais Mais jamais ça entendu ça. rejoint ce que tu disais avant, dans le sens où, voilà, là, tu parlais de l'approche d'une course. Donc, est-ce que ça va être très fort en accélération ou plutôt pour maintenir la vitesse ou vers la fin, etc. Là, ce serait un autre thème où, voilà, quasiment on change de, de, comment dire, de type de course et Mhm. potentiellement que ça ouvre de nouvelles portes, on va savoir. Mais tu vois, l'exemple parfait, c'est Fosbury pour le saut en hauteur. Ok. C'est le nom Euh, de quelqu'un, ça, c'est Fosbury? en fait, c'est le nom d'un athlète. D'accord. Le saut en hauteur de base, on le sautait en ciseaux. Ah oui, le Donc, fameux. Ok. en fait, t'as ton athlète qui fait sa course d'élan. Et en fait, on sautait en ciseaux. Ça veut dire qu'on allait avoir une grande détente verticale. On levait la jambe droite. On passait la jambe droite au-dessus La barre. de la barre. Et très rapidement, on ramenait la deuxième barre. On ramenait Ah. la deuxième jambe, pardon. Mhm. Et en fait, bah, c'est un athlète qui un jour s'est rendu compte que c'était peut-être plus utile C'est par le dos. de passer par le dos et qu'il arrivait à être bien meilleur. Il était très critiqué au début, même par son entraîneur. C'était vraiment pas quelque chose qui était accepté. Et en fait, quand il l'a fait en compétition, ben, Il il a arrive fait à taire tout battre le tout le monde. monde. D'accord, ok. Il a fait taire tout le monde. C'est le saut le plus logique. D'accord, ok. En Que termes de, sauter en arrière comme ça. Enfin, tu vois, le mouvement où tu vas sauter, tourner ton dos, ça me paraîtrait pas le plus logique d'un point de vue physiologique. Mais après, au final, voilà, avec de l'entraînement, ça s'avère être potentiellement le meilleur. en fait, si tu veux, si là maintenant on tombe un peu hors sujet, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Là, si on fait juste une analyse de mouvement, Mhm. le Fosbury, il a cette utilité de permettre une triple extension. Cheville, genou et hanche. Ok. Si je saute vers l'arrière, je peux complètement serrer les fesses. Tu vois, si là je me grandis et que je vais vers l'arrière, je peux serrer les fesses, je peux en fait réaliser une triple C'est-à-dire pour le extension. passage de la barre, du coup. Ouais, Du coup, tu peux passer la barre plus facilement que quand tu as littéralement un pied qui traîne derrière et qu'il faut que tu ramènes par-dessus. c'est ça. Et surtout, en fait, ben, tes muscles les plus puissants, enfin le plus grand de notre corps et le plus puissant, c'est être le grand fessier. Si je saute vers l'avant,
Bah, je peux pas, en fait, je peux pas utiliser pleinement la puissance de mon fessier si je fais un plongeon vers l'avant. Mhm. Tu vois, si je saute si je, bah, d'ailleurs, tu peux même essayer sans plonger, hein. Si, si tu sautes et que tu essayes d'aller vers l'avant, tu sauteras moins haut que si tu sautes et que tu essayes d'aller vers l'arrière, en pleine extension. Mhm. Parce que bah, même si tu regardes, au moment où ils sautent, le, le, leur corps, enfin, tout leur membre inférieur, au moment de sauter, tout est contracté, tu vois. Ils arrivent, ils D'accord. s'approchent de la barre, et après ils glissent autour. Mhm. Enfin, tu vois. Pour le passage de barre, du coup, oui, je Voilà. peux comprendre. Mais c'est tout ça pour dire, on peut revenir sur ce qu'on disait avant. Enfin, c'est le principe de tous les sports repose sur ça, sur le fait d'avoir des modifications des règles ou des attentes des différents athlètes par rapport au fait que on a des joueurs qui sont de plus en plus bons ou qui développent des compétences de plus en plus euh, je sais pas comment dire ça, pas qualitatives, mais oui, c'est juste qu'ils sont De haut niveau, tout simplement. voilà, ouais, ils sont bien meilleurs que par le passé. On développe des nouvelles techniques et ces techniques, elles se démocratisent. Aujourd'hui, si on parle de basket par exemple, tu vois, Michael Jordan. Pardon, oui. à l'époque, c'était pas du tout commun, par exemple, d'avoir des personnes qui tiraient du milieu de terrain. Ah, Aujourd'hui, il y en a plein, et pas que Stephen Curry, Curry tu est vois. l'un des exemples. Il y Ouais. en a plein qui Même commencent s'il à a potentiellement tirer. démocratisé la chose en le faisant au Exactement, début, ouais, et ça rejoint du coup ce qu'on disait. c'est ça. Oui, d'accord. T'avais pas de pivot avant qui tirait des 3 points. Mhm. Maintenant, il y en a plein qui sont monstrueux en étant, en assurant aussi le rôle de pivot. Qui d'un coup, elles sont capables de sortir de, 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 de sortir de leur zone pour aller à la ligne à 3 points et tirer et quand même performer. Du Mhm. coup, ça bouleverse complètement les règles. Mhm. Ça bouleverse pas les règles, mais ça bouleverse les standards. Ou du moins comment le jeu va se dérouler, quoi, au final. Exact. Et, et voilà, je disais qu'on s'éloigne un peu, mais c'était juste pour dire qu'en effet, au bout d'un moment, peut-être qu'on développera d'autres compétences, qu'on sera pas forcément meilleur, mais comme tu disais, qu'on aura d'autres types d'approches qui vont faire qu'on arrivera encore à dépasser, encore à aller plus loin. Il y a probablement une limite humaine, mais on l'atteindra jamais parce qu'on trouvera toujours des moyens d'optimiser encore et encore et encore. D'accord. Même Mhm. rien que concrètement avec avec nos technologies, je veux dire, il y a des Ah, mais chaussures aujourd'hui oui. qui sont Ah, ok, oui, tu c'est vrai. vois, peut-être qu'au bout d'un moment, on aura des chaussures qui nous permettront d'exploiter encore mieux nos compétences physiques. Ah, c'est intéressant parce Tu que vois? quand tu penses aux 100 mètres, tu penses pas forcément à la chaussure. Non, pas Mais c'est forcément. vrai qu'en réalité, il y a la chaussure et qu'il Peut-être peut que jouer. C'est le ouais, seul, entre guillemets, outil qu'il a à utiliser. c'est ça. Mais en réalité, il peut avoir un poids important. C'est Peut-être vrai. même, et même aller plus loin, hein. Si ça se trouve, la nature même du sol un jour va changer Ah, ouais. et permettra d'avoir une meilleure transmission de nos appuis. Ça, on n'en sait rien, tu vois. Mais tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et moi, j'espère, alors je ne sais pas si ça va arriver, mais j'espère que si un jour on court le 100 mètres en moins de 9 secondes, qu'on soit capable de se rendre compte à quel point c'était. Enfin, là, je ne parle pas que pour nous deux, mais je parle en général de se dire waouh, en fait, on n'a aucune limite. Parce que, comme tu disais avant on parlait de 10 secondes, c'est que 10 secondes c'était impossible. Mhm. Si un jour on passe 9 secondes, est-ce qu'on va à nouveau se dire ah non, mais 8 secondes, ce serait impossible? Oui, et du coup, Tu vois, et quand est-ce que ainsi de ça suite. s'arrête Moi, au j'ai final, quoi. qu'une hâte, enfin, j'espère en tout cas que ça arrivera. Bah, enfin, j'espère être en vie le jour où il y en Ah a oui, moi un aussi, qui, hein. en compétition officielle, Très fait sincèrement, moins moi de 9 aussi. secondes, ce serait Lunaire. ouais, incroyable. Est-ce que tu penses que les athlètes sont meilleurs quand enfin, quand ils s'entraînent ou quand la motivation est basée sur du plaisir, donc c'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils aiment le faire? Ou est-ce que tu penses au contraire que la discipline peut battre le plaisir? Quelqu'un de très discipliné va être en meilleure mesure de potentiellement devenir un athlète de grand niveau, ou non, c'est plutôt le plaisir parce que c'est un côté du coup psychologique qui vient jouer derrière. En fait, une chose est sûre, c'est que la discipline, en fait, ne peut pas contrer le fait de ne pas aimer, par exemple, le sport qu'on pratique. Ça veut dire que si tu as des prédispositions dans un sport que tu aimes, et qu'un jour ce sport ne te procure plus de plaisir, mais que tu as encore ces prédispositions, t'arriveras plus à évoluer. Parce que ton investissement pendant l'entraînement, tes objectifs,
tes objectifs concrets, tout ça, il y a tellement un impact qui est fort dans notre rapport au plaisir que irrémédiablement, on peut pas faire sans. Je suis persuadé que... Alors par exemple, je vais te donner un exemple concret, tu parlais des MMA avant. Euh, Tu vois, Georges Saint-Pierre, tu te rappelles cet Oui. athlète, voilà, qui était monstrueux aujourd'hui. Il y en a plein qui disent encore, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est un débat. Je suis pas assez renseigné sur les MMA pour le dire, mais il y en a plein qui disent que c'était le meilleur combattant de tous les temps, d'autres qui disent non, non, c'est pas lui, etc., etc. Mais en tout cas, on y a déjà pensé. On a déjà dit que c'est un des meilleurs combattants de tous les temps. Quand il était en interview, il disait, mais moi, je déteste taper les gens, je déteste faire ce que je fais, etc. Mais foncièrement, et je le suis encore aujourd'hui, c'est un des sportifs qui prend le plus de plaisir que j'ai vu de ma vie à réaliser des entraînements qui sont même pas forcément hyper utiles par rapport à la pratique qu'il en a. D'accord. Je veux dire, là, aujourd'hui, il poste des stories où juste il va aller faire un peu de course, il va courir avec les parachutes derrière, alors qu'il n'a pas d'objectif. Enfin, là, on est vraiment sur des trucs que tu fais en prépa physique. Mhm. Lui, il va en faire juste pour le plaisir d'en faire. C'est un gars qui a un rapport à sa dépense énergétique et un rapport en fait au mouvement qui est hyper pur. Et en même temps, quand tu l'écoutes, consciemment, il va te dire que il aimait pas ça. Mhm. Alors que qu'il aimait tout ce qu'il faisait en amont et que même si ça procurait ce stress, euh, c'est quelque chose qui est en façade, tu vois. Mhm. C'est beaucoup plus parlant quand tu réalises l'inverse. Des gens qui vont dire ah non, j'adore ce que je fais, mais qui te détestent et que tu les vois à l'entraînement, ils sont tous les jours de l'année, ils sont hyper disciplinés, hein. Ça Oui, c'est indéniable. il regarde l'heure au bout de 5 minutes dès que ça a commencé parce que Ouais, ou même, quand avant il... même de commencer la séance, ils se plaignent déjà de ce qu'ils vont avoir à faire dedans. Ouais. Tu vois, ils vont faire oh non, j'ai du squat bulgare. Mais non, mais c'est pas du tout ça l'approche. Tu Ouais. vois, c'est pas ça le principe. C'est ok, genre, je sais que c'est dur, je sais que ça me fait mal, mais j'ai un tel plaisir à bouger et un tel plaisir à évoluer sur ce mouvement que je vais le faire avec un amour qui est très sincère dans ma pratique. Après ça, indéniablement, ça vient avec de l'expérience, dans le sens où, bon, ça fait très développement de soi. Mais je veux dire, au début, très souvent, ça va être difficile et pas forcément avec énormément de plaisir parce que tu vas te rendre compte que tu soulèves pas aussi fort que ce que tu pensais ou tu peux pas forcément te combattre Ah aussi oui, bien que ce que tu aimerais. oui, oui. Et donc, au début, tu vas avoir un peu ce challenge d'être très discipliné parce qu'au début, la motivation, elle est au top. Donc, très discipliné, mais en revanche, le plaisir, il est pas forcément là parce qu'il y a un lien indéniable entre le plaisir et le talent dans la chose. Mm. Si tu aucun talent dans la chose, le plaisir, il peut être là, mais ça peut être difficile. Par exemple, moi, au MMA, au début, quand je me faisais rétamer, on va dire, au début, c'était pas forcément beaucoup de plaisir, mais j'étais très motivé. Puis après, tu deviens un peu meilleur, potentiellement, que du coup, tu gagnes un peu de plaisir à, du coup, avoir, par exemple, pour mon exemple concret, avoir vu des vidéos d'un certain mouvement, potentiellement pouvoir essayer de le mettre en application lors d'un cours. Ça, c'est fondamentalement comme ça que ça va me procurer du plaisir. Mhm. Mais au début, c'est pas du tout le cas. Et c'est pareil avec la salle. Et en fait, il y a un lien indéniable là entre il faut de l'expérience et avoir passé suffisamment de temps, donc être suffisamment discipliné au début pour pouvoir atteindre un jour, à un moment où tu as un niveau suffisant pour avoir du plaisir. Enfin, ressentir du Alors, je plaisir. suis d'accord, mais ton exemple, enfin, je trouve ton exemple intéressant. De manière générale, toi, à titre personnel, tu as un rapport au mouvement qui est très sincère. T'as fait, en fait, tu réalises souvent, en fait, tu sors souvent en nature, on a déjà boxé ensemble il y a quelques années, t'as fait, enfin, je t'ai déjà entendu tester je ne sais combien de trucs, faire du kayak, faire tout ce genre de trucs, tu vois. T'as un rapport au mouvement qui est déjà très Par mouvement, tu veux sincère. dire activité sportive? Ouais, là, je parle vraiment, quand je dis de mouvement, je parle vraiment d'activité physique. Je parle même pas de sport en tant que tel, je parle vraiment juste du fait de se mouvoir. Mhm. Quand tu as un rapport au fait de te mouvoir qui est très sain et hum, qui est très présent, on va dire, que, que tu es très axé sur ça et que tu vas facilement te diriger vers le fait de pratiquer un sport ou le fait de juste avoir comme principe de se dire ah bah là j'ai une sortie, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais peut-être aller faire du sport, un badminton, ce que tu veux. Et ben en fait, à ce moment-là, tu es déjà dans une dynamique qui est complètement différente de la majorité des personnes. Mais je pense que moi, c'est lié à une prédisposition que j'ai qui me fait être moyen dans plusieurs choses. Par exemple, le kayak dès le début. Mhm.
Et ce qui fait que du coup, j'ai plus de capacité à aimer la chose puisque je vais être pas très mauvais dès le début, mais plutôt moyen. Donc je sens qu'il y a une marge dans laquelle je vais pouvoir m'améliorer. Et très rapidement, du coup, j'ai ce plaisir en fait que je peux ressentir. Et je pense Mhm. que c'est ça qui m'a aidé à faire ces choses-là. Potentiellement que c'est probablement pas le cas pour tout le monde, mais je le dois pas à une sorte de motivation profonde au fond de moi que j'ai depuis des années, etc. C'est vraiment juste le fait que j'ai souvent des prédispositions et que le fait de faire quelque chose dans lequel t'es pas trop mauvais, bah Bah, ça va, ouais. souvent tu kiffes quoi. Mais justement, et c'est ça que je veux te dire, c'est que prendre quelqu'un, l'amener dans un sport et lui dire maintenant, sois hyper discipliné, et au bout d'un moment ça va marcher, c'est du discours purement développement personnel et qui est complètement faux. Qui est complètement faux. Et c'est horrible parce que ça fait culpabiliser énormément de personnes qui s'investissent sincèrement. Euh, je suis pas du tout contre le fait d'avoir une démarche de coaching qui est hyper protocolaire. Ça veut dire mettre en place des protocoles sur lesquels on sait qu'il y a des résultats et on dit ok, si tu fais ça, 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 ça pendant 3 mois, et ben forcément ça va marcher. Je suis pas du tout contre le fait de fonctionner comme ça. C'est très cool parce que bah, tu peux mettre en place des critères de réussite qui sont très clairs. Pour la majorité des personnes, on observe tel et tel pourcentage de gains sur 3 semaines ou pardon, sur 3 mois avec telle méthode. Et ben, on applique cette méthode et on voit si au bout de 3 mois, il y a tel et tel pourcentage de gains. Génial, parce que tu peux pas faire plus facilement quantifiable que Mhm. quelque chose qui ne prend absolument pas en compte la santé mentale de la personne. Tu Mhm. vois, donc forcément, enfin, c'est très simple, tu vois. Si au bout de 3 mois, la personne elle a vraiment maigri, ou si elle a vraiment pris du muscle, ou si elle a vraiment monté sa charge, et ben, tu peux partir du principe que ta programmation a marché. Donc c'est C'est très attribué cool. à la programmation alors que potentiellement c'est plutôt lié à ce qui se passe dans la tête de l'athlète, de la Bah, personne suivie quoi. non, c'est pas forcément là où je veux en venir, c'est que, Bah, juste dans le sens où il y en a un qui va réussir, l'autre qui va rater. La oui, question de pourquoi est-ce que ça a marché avec l'un et pas avec l'autre, exactement. c'est probablement à cause de ce qui se passe dans la tête, Il y pas a, de la prog. il y a des approches qui sont protocolaires et qui fonctionnent absolument pas pour plein de personnes. Mhm. Et en fait, et à ce moment-là, ce qu'on décide de dire, c'est ah, ça n'a pas marché, Ou t'as mal suivi, bah ou un t'as truc mal comme ça. suivi, et on commence à remettre en question, à dire ah oui, mais il fallait peut-être que tu manges mieux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, si une personne elle vient et elle sort de sa zone de confort, comme on disait avant, la personne elle sort de sa zone de confort pour commencer à faire du sport, pour commencer à se mouvoir. Ta réponse finale, ça peut pas être que cette personne se soit trompée ou cette personne a mal fait quelque chose. Et c'est ça que je déplore dans cette approche protocolaire, c'est qu'en fait on part du principe que il suffit d'appliquer des règles qui sont bêtes et disciplinées et que ça va forcément marcher. Mais si ça marchait, on n'aurait que des personnes qui atteignent leurs objectifs. Mhm. Parce que la plupart des coachs, là je parle des coachs, peu importe le niveau d'études, hein, que ce soit BPGEPS, CQP, licence TAPS, master, doctorat, ce que tu veux, ils appliquent dans 99% des cas une approche protocolaire. D'accord. Parce que c'est ce qu'on apprend en fait à la base. On va dire voilà, tu Ouais, veux. c'est ce qui est enseigné Mais oui, c'est ça en en fait. cours. On va dire ok, on va t'apprendre Est-ce qu'il y a des experts derrière qui ont validé ces choses-là? de quoi les approches protocolaires. Ouais. Enfin, le fait. Bah oui, oui, justement. Par exemple, euh, le truc classique, mais faire un 5x5 pour prendre en force ou avoir mettre en place un entraînement polarisé pour récupérer pendant X temps avant de pouvoir à nouveau remonter en charge. Ces trucs, c'est sourcé, c'est étudié. Il y a un nombre incalculable d'études qui ont permis de démontrer qu'il y a des bénéfices à fonctionner comme ça. Mais ces études-là ne prennent pas en compte le fait que, bah, enfin, c'est en général, quand on va tester ce genre d'études, on va pas tester la fiabilité sur le public moyen. On va juste tester est-ce que l'étude fonctionne Donc fait sens d'un sur le point de vue plan purement physiologique. physiologique. Ouais, exactement. C'est un des points sur lesquels tu considères être le plus en désaccord un peu avec tout ce qui... Ah, franchement, ouais, je pense, ouais. D'accord. C'est vraiment... aujourd'hui, c'est ce que moi, je ressens de plus contraignant. Euh, je trouve... Alors, et là, c'est genre chacun, s'il y a un espace commentaire à la fin de ce podcast et que vous voulez donner votre avis, moi je serais ravi de lire un maximum de personnes parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, à mon sens, c'est très simple d'être coach
et de faire évoluer 5 personnes quand on accompagne 50 personnes. Mhm. Je veux dire, c'est Là. purement statistique. Oui, Si la tu règle des accompagnes nombres. 50 personnes, forcément, il y en a 5 que tu vas réussir à rendre monstrueux. Mhm. Par contre, si tu accompagnes 3 personnes et que tu as réussi à rendre 3 personnes sportifs au long terme, à mon sens, tu as beaucoup plus de valeur sur le marché du coaching que ce premier coach qui a fait atteindre ses objectifs à 5 personnes. Mhm. Même si en ayant accompagné que 3 personnes, t'as pas forcément créé des athlètes de haut niveau. Tout l'enjeu qui existe aujourd'hui, c'est de rendre le moins sédentaire la population. Mhm. Euh, la muscu et globalement les personnes qui vont avoir une démarche d'aller chercher un coach, c'est pas forcément des personnes qui sont sédentaires ou c'est pas les personnes qui ont le plus besoin d'avoir un coaching pour se mettre à bouger. Et c'est D'accord. ça qui est hyper compliqué. Aujourd'hui, on voit encore, c'est complètement possible d'avoir quelqu'un qui arrive qui dit voilà, j'ai jamais fait de sport, j'aimerais bien commencer avec un petit coaching, qu'est-ce qu'on peut faire, blablabla. Bla, bla, bla. Et on va dire ah bah écoute, c'est très simple, on va te faire un programme de muscu, hypertrophie, blabla, tu vas faire ça, ça, ça. Ok. Mais à aucun moment dans l'approche, il va y avoir ce côté est-ce que tu prends du plaisir quand tu vas à l'entraînement? Aucun. On va juste dire ça va, c'est cool. Oui, oui, c'est cool. Ça va, t'as réussi à faire ça? Oui, j'ai réussi. Mais c'est pas parce que tu réussis que t'as pris du plaisir. Mhm. Donc ça veut dire que la personne, une fois qu'elle aura fini sa prog, soit elle va reprendre une prog, elle va repayer un cycle, soit elle va arrêter, soit elle va arrêter la prog mais continuer un peu le sport. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, elle va abandonner. Parce qu'il n'y a pas cette notion de plaisir. Parce qu'il n'y a pas du tout cette notion de plaisir. Par plaisir, dans un domaine où voilà, tu vas juste à la salle, donc soulever des poids, concrètement, il n'y a rien vraiment de très excitant dans le fait d'aller à la salle, puisqu'il n'y a rien de très Mais passionnant. déjà, ouais, Donc on parle voilà. plutôt de l'exercice ludique, là, donc Hmm. c'est-à-dire de faire des exercices qui sont plus techniques potentiellement, comme C'est un pas squat à la forcément que barre. technique. C'est pas. C'est pas que technique. D'accord. Parce que C'est j'aurais tendance à penser que tu vas plutôt faire un squat à la barre ou du développé couché à la barre, pour prendre l'exemple, plutôt qu'à la machine, parce que potentiellement qu'à la barre, tu vas avoir une plus grosse nécessité d'avoir la bonne technique pour Mhm. pouvoir soulever Ouais, plus lourd. ouais, Et tout à fait. donc, vu que tu n'es plus pas assisté comme sur une machine, ça va te forcer à devenir très bon, très technique sur cet exercice. Et Mhm. donc, ça rend la chose plus ludique, parce que tu as autre chose que de juste devoir soulever le poids qui est mis dessus, mais tu as le fait de pouvoir avoir la bonne position, bien respirer, bien contracter des abdos, etc., etc. Ouais, tout à fait. Et ça rend la chose, du moins pour moi d'un point de vue personnel, plus ludique. Exactement. Alors, c'est hyper intéressant parce que là, tu vois, tu prends l'exemple du squat, du bench, enfin du squat et du développé couché. Là, c'est clairement de la force athlétique. Et là, c'est un sport fédéré et il y a des coachs qui sont spécialisés là-dedans. Et Mhm, en fait, et tu vois que c'est des passionnés, les personnes qui vont faire uniquement ça. mhm, Euh, je pense que ce qui est peut-être dommage, c'est que tu vas avoir ce truc d'avoir beaucoup de personnes qui vont se diriger vers une salle de muscu en se disant juste, je vais faire du sport. Et d'ailleurs, alors, je vais tout de suite nuancer ce que je dis, parce que, heureusement, depuis peut-être 1 ou 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont cet attrait de se diriger vers un entraînement qui est beaucoup plus hybride. On va avoir On va travailler avec on va travailler avec des filières énergétiques différentes, on va faire un petit peu de cardio, on va monter un peu d'intensité, on va bosser aussi un peu sur les séries longues, même si de base on avait un objectif qui était purement axé sur l'hypertrophie, et ben on va changer un peu nos habitudes d'entraînement pour moi, tu es en pour quand train même, totalement de définir le CrossFit, quoi. Et ce qui explique potentiellement pourquoi le CrossFit est devenu aussi connu au cours des en années. vrai c'est ça, mais aujourd'hui le CrossFit ça a moins la cote qu'avant, ça a eu la cote pendant un certain temps, Parce qu'on est sur un sport qui est extrêmement complet, que ce soit d'un point de vue ouais, cardio, même force. ouais Enfin, je c'est veux dire, ça. c'est. À la base en fait le CrossFit c'est de la préparation physique générale. D'accord. L'idée, c'est d'être le plus complet sur un maximum de compétences qui relèvent de la condition physique. D'accord. Ah, c'est Voilà. l'essence même du C'est CrossFit. l'essence même du CrossFit. Je savais pas. Ok. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que de base, pour qu'un sport existe et soit considéré comme un sport, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait une autorité, il faut qu'il y ait une fédé, ce genre de choses.
La muscu et le crossfit, ça répond pas du tout à ces règles-là, tu vois. Ok. Le crossfit un peu plus parce que tu vas avoir des compétitions ou ce genre de choses, mais en tant que tel, t'as jamais vraiment de finalité au CrossFit. T'as des compétitions, t'as les CrossFit Games où c'est un peu l'équivalent genre des JO du CrossFit, tu vois, en Mhm. termes de niveau où t'as les meilleurs athlètes de la planète, mais t'as pas de limite. Mais comme la musculation en fait, t'as pas de limite, y a personne qui va arriver, qui va te dire ah ok mais là ce que tu fais c'est pas juste, là il faut que tu fasses comme ça. Si tu fais pas comme ça, et ben t'es pas en train de faire correctement le sport. Ah bon? Mais Bah pourtant, ouais. c'est. Ah bon? Enfin, je veux dire, Regarde, du snatch ou des choses comme ça, c'est des choses qui. Enfin, tu vas avoir l'exercice de le faire et il y a une façon de le faire qui est correcte ou non, non? tu veux dire quoi en CrossFit là où tu Ouais. parles de. Ouais, Ou mais des ring muscle up, je sais même pas si c'est vraiment du crossfit ça, mais. Ou du snatch ou des choses comme si ça. tu veux, tu peux faire du CrossFit sans jamais faire d'haltéro. C'est ça que je veux dire. Ah, Tu ok. vois? C'est qu'en fait, y a personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Y a pas un moment donné où en fait tu vas faire où on va dire que tu ne fais pas du CrossFit parce que tu décides d'arrêter l'haltéro. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas continuer, tu vas quand même pouvoir travailler ton explosivité, tu vas peut-être pouvoir faire du clean avec du sac, et pour autant, tu seras toujours dans de la préparation physique générale. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et Alors que par exemple du powerlifting où t'as les trois gros, bah tu là peux pas dire typiquement tu peux j'arrête pas de dire faire du j'arrête squat. le deadlift quoi. Ouais, voilà, tu vois, Ok. à un moment donné, si tu veux aller en compétition, il faudra quand même que tu fasses ça. Alors que là, aujourd'hui, en compétition, il y a des standards, il existe des épreuves qui sont communes à tous, qu'on peut retrouver chaque année, ou qu'on peut retrouver, ça s'appelle les WODERO. Euh, t'as ce genre d'épreuves qui sont standards, mais t'es absolument pas obligé de les faire. Et tu seras pas considéré comme un mec qui ne fait pas de crossfit parce que tu ne les fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. À l'inverse, par contre, si tu dis je fais du power et que tu dis non, je fais du power, mais je fais que du squat et du deadlift, le mec va dire ok, bizarre, tu vois. Ouais. Genre, Il est où le il y a troisième? moyen qu'on te dise, il y a moyen qu'on te dise, bah tu fais pas vraiment du power alors, tu fais du squat et du deadlift, tu vois, c'est. Enfin bon, mais du coup, il y a cette variable de. Il y a cette variable de. À la base, c'est même pas vraiment un sport, tu vois. Même faire de la musculation, c'est même pas forcément vraiment un sport, au sens où tu peux faire tout et n'importe quoi. Il y a là, il y a personne qui va te dire que tu fais pas vraiment de la muscu si tu viens pour faire un entraînement de 10 minutes. Ah ok dans ce Tu vois ce sens-là. que je veux dire? Après là tu parles d'un point de vue d'une fédération ou Ouais, de et quelque chose même, d'officiel. même. Parce que de Il y nos a, y a jours, aucun. c'est n'importe qui voit quelqu'un qui va en salle de sport, va considérer que la personne fait du sport. Ouais, Ah, tu vois ce que je veux dire? ouais, tout C'est à fait. considéré comme du sport. Ça Non, mais s'appelle une salle de sport, quoi. c'est considéré comme du sport, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que tel, D'un point de vue euh, officiel, ça ne l'est pas, tu d'un point de vue officiel, ça l'est pas, et puis il y a aucune limite à ce que tu peux faire ou ne pas faire. C'est ça que je veux dire. vois. Mhm. Tu peux, tu vois, pour utiliser un terme commun, l'ego muscu, Oui. ils disent, ils font pas du bodybuilding. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, ils sont aujourd'hui le physique des go muscu, bah, c'est pas des physiques de mecs qui vont aller en compétition de bodybuilding. Pour autant, genre, il y a quand même un physique qui ressort avec un certain équilibre, mais ils vont peut-être jamais faire de compétition. Et pour autant, ils sont quand même passionnés par ce qu'ils font, etc. Mais il y Et a pas. qu'est-ce que tu sous-entends par ça? Qu'ils n'ont pas la volonté de. Non, c'est pas une question de volonté, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a personne qui les attend sur quoi que ce soit. D'accord. Donc, Alors que parce quand qu'ils le tu font vas. juste pour eux-mêmes, parce qu'ils veulent avoir un certain Ouais, physique, mais voilà. pas pour faire la compétition. Et, et là où je voulais en venir, parce que il y a quand même un lien avec ce qu'on disait avant, c'est que quand tu amènes quelqu'un dans une salle de sport qui a jamais fait de muscu, tu peux pas espérer qu'il développe ce même plaisir à partir de rien. Mhm. Parce que un des trucs qui fait qu'un sport est ludique, c'est, alors c'est un des trucs, hein, il peut y en avoir plein, mais ça, il y a un peu cet aspect de compétition. Euh, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est très cool de pouvoir quantifier sa progression avec un rapport à l'autre. Si je vais faire un badminton, j'ai pris l'exemple avant donc je le reprends là. Si je vais faire un badminton et que j'ai jamais fait de sport, eh ben je vais savoir quand j'ai mis un point. Tu vois, dès le premier match en fait, dès la première fois où je vais en faire, je vais savoir, je vais pouvoir avoir des situations et des exercices où je sais quand j'ai réussi et quand j'ai pas réussi. Musculation, pas vraiment. Parce que la personne, y a personne qui va lui dire si la technique elle est bonne ou elle est pas bonne. Et d'ailleurs, même en fonction de la morphologie de la personne, en fonction
de son âge, en fonction de sa Sa mobilité, taille. en fonction de plein de trucs. Peut-être qu'une personne est complètement légitime ou pas. Enfin, d'ailleurs, même pas de question de légitimité, mais je veux dire, elle peut faire de la demi-amplitude et être quand même rep. Et en fait, ça, ce truc-là, c'est hyper néfaste dans le sens où ben, ça démotive plein de gens à aller faire de la muscu. Ouais. Parce que tu te Parce que dis, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font recours à des coachs aussi, j'imagine, parce que hmm, t'as toute ce flou, entre guillemets, de tu ne sais pas quand quelque chose, tu sais pas déjà comment forcément faire un mouvement, mais en plus quand le mouvement est considéré comme bon ou mauvais, hmm, les potentiels dangers d'un mouvement, etc., etc. et tu pourras même. Et vu qu'en fait, tu t'inscris dans la salle sans savoir pourquoi tu y vas, tu pourras jamais trouver les réponses à ces questions. Mhm, Parce que, tu vois, exemple, un truc tout bête, quand dans ton premier cycle, on t'avait fait faire de la guillotine presse. mhm. Guillotine presse, aujourd'hui, ça fait pas consensus. Plein de gens qui diraient, bon, en vrai, ça sert à rien, c'est de la demi-amplitude, l'amplitude, elle est très restreinte parce que si tu veux pas te niquer les épaules, oh pardon, désolé, c'était pas le terme que je voulais utiliser, mais si tu veux pas te blesser les épaules, tu vas pas poser la barre sur ta gorge, tu vois, donc tu vas faire Mhm. de la demi-amplitude, ça va pas être, c'est pas ce qu'on considérait comme être le plus optimal, mais en amont, on a regardé ensemble, ok, c'est un point qui est peut-être un peu plus faible, que tu sens moins chez toi. C'est quelque chose sur lequel on a détecté euh, qu'il y avait Une sorte de quelque chose à faire, faiblesse ou quelque chose à qu'il y avait une développer. faiblesse, qu'il y avait quelque chose à travailler. On a essayé et on a vu du résultat. J'ai même l'impression que d'un point de vue personnel, ça a aidé à créer une connexion qui fait que du coup après sur les exercices plus basiques comme un développé couché, j'arrivais à avoir un meilleur Complètement. recrutement à ce niveau-là, quoi. Le principe de nos points forts et points faibles, il repose sur les schémas. euh, alors, je sais pas si on pourrait dire schéma moteur, je pense. Le fait d'utiliser que ses triceps quand on fait par exemple du développé couché, c'est basé sur le fait que peut-être on a eu des pratiques où on n'a pas eu régulièrement cette utilisation des pectoraux quand on était jeune. Et du coup, en fait, naturellement, nos mouvements de poussée, eh ben, ils vont se faire principalement avec les bras, plutôt que de se faire avec tout le membre supérieur et une partie du pectoral, ouais, des pectoraux. Euh, Bah ça, à un moment donné, il faut essayer de le retravailler. Mais c'est hyper abstrait. Et en fait, un coach, il n'a pas des outils pour le quantifier, ça. Donc, t'es obligé de juste poser une théorie dessus et d'essayer. Mais par contre, le gars qui te regarde de l'extérieur en train de faire du guillotine press, il va dire, putain, mais c'est quoi cet exercice ça, on n'en voit plus depuis les Ouais. années 70, ça sert à rien. Mais pourtant, ça t'a servi. Mhm. Tu vois? Donc, en fait, Oui, il y a tout un contexte en c'est fait. hyper complexe de pousser les gens à faire du sport sans prendre en compte cet aspect plaisir ou sans savoir pourquoi elle en fait. Euh, cette approche protocolaire, elle me dérange vis-à-vis de ça. C'est que si j'avais une approche purement protocolaire, cet exercice, je te l'aurais jamais mis en place. Mhm. Parce que on voit qu'il sert pas à grand chose sur le papier. On sait Mhm. qu'il sert plus autant qu'avant, qu'il est plus aussi utilisé. Donc pourquoi en fait je t'en aurais placé? Là, je t'en ai placé en sachant très bien que c'est pas celui qui est recommandé ou qui est le plus optimal, mais que dans ton cas, à toi, eh ben, il y avait un intérêt. Mhm. Et ça, c'est c'est hyper difficile de. Enfin, ça engage ma responsabilité à ce Ouais, moment-là, tu vois, ouais, ouais. de savoir si c'est utile de le faire, si c'est pas utile et compagnie. Euh, Là où, du coup, cette approche protocolaire, en plus de nous. De peut-être nous empêcher de prendre des décisions comme j'ai prises là avec toi, et ben, pour des personnes qui ne savent pas pourquoi elles pratiquent, et ben, en fait, ça sert à rien. Parce que tu peux pas faire un protocole sans savoir pourquoi la personne elle va vers ce type de truc. Mhm. Donc, euh, moi, je serais plutôt axé sur le fait d'amener, si les gens ils veulent aller en salle de sport, on les amène en salle de sport. Ok, qu'est-ce que t'aimes de base? Qu'est-ce que t'as déjà fait comme sport? Qu'est-ce que tu te vois? Quelle est la durée des séances que tu dois faire aujourd'hui? Est-ce que, est-ce que tu penses que 30 minutes c'est le max que tu peux faire? Parce que si on doit commencer en faisant que 30 minutes, on commence en faisant que 30 minutes. Peut-être que toi, ce que tu as envie, c'est de transpirer. Peut-être que le plaisir de la personne, même si dans sa tête, elle va vouloir à un moment donné avoir un certain physique, peut-être que la seule chose qui lui procure du plaisir, c'est de sentir qu'à la fin, elle est dégoulinante de sueur, tu vois, de dire, ah ouais, là, j'ai associé ce sentiment d'être dégoulinant de sueur Ah, avoir avec le bien fait d'avoir travaillé. bien travaillé, et ben en fait, ce que je veux, c'est juste faire que ça. Ah, ok. Et là, si tu décides de mettre ta casquette de coach un peu arrogant et pas forcément
pas forcément très pro à ce niveau-là, bah, tu vas dire, bah non, c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le but. Mhm. C'est pas le but. Si la personne, ça lui fait plaisir de passer sur ça, et qu'on arrive à la faire passer de je ne fais jamais de mouvement à je fais du mouvement, et ben j'utilise ça comme un outil qui va me permettre de créer le plaisir, d'alimenter la motivation et d'en faire quelque chose. Est-ce que tu penses que du coup, euh, il y a presque une nécessité que dans la programmation d'une personne, tu vas devoir avoir une partie qui n'est pas forcément très logique techniquement, mais qui va être plutôt logique psychologiquement, c'est-à-dire tu vas faire des choses qui sont, comme on a dit avant, ludiques, pour but que la personne, par exemple, elle aime 100% de sa séance, même si c'est que 60% qui est réellement utile. Et il y a 40% qui, c'est pas que c'est pas utile, mais c'est pas utile pour son objectif, admettons, ou c'est juste par but de divertir plus la personne. Mm. Est-ce que tu penses que fondamentalement c'est comme ça qu'une programmation devrait Ouais, être moi je construite? pense, ouais. Donc au final, pas du tout 100% sur l'aspect performance, que vraiment t'atteignes tes objectifs, etc. Mais plutôt y mixer dedans une petite partie plaisir. Et au final, c'est probable que déjà la personne va rester plus longtemps avec la programmation et donc atteindre ses objectifs un jour, quoi. Mm. On est plutôt sur ça. Moi je suis complètement. Je suis persuadé à 400% que pour la majorité des personnes ça fonctionne comme ça. C'est à peu près Et du 60-40? Tu l'imagines un peu comme non, ça? même pas forcément du 60-40, mais en fait, si tu veux, c'est une balance. Ok. Si tu fais 100% de protocolaire et que la personne prend pas de plaisir, et ben au bout d'un moment, t'as beau être dans quelque chose qui sur le papier a du sens, la personne elle va pas avoir le bon investissement, Comme on a dit avant, oui. comme on a dit avant. Si à la fin, la personne, il y a que la moitié de sa séance qui est très protocolaire, mais que le fait que ce soit inscrit dans une dynamique de ludique et de quelque chose Diverti, qui limite. divertit, et ben elle va se donner beaucoup plus intensément. Donc D'accord. en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui... Et là, c'est une balance, ça dépend, hein. Il y a sûrement que... Là, j'ai pas d'analyse concrète pour parler de ça. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire une séance 100% protocolaire, mais avec un investissement moyen? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des séances potentiellement plus courtes, pardon, mais en étant 100% focus et en prenant du plaisir en même temps et en amenant et en faisant que ce plaisir amène à un investissement beaucoup plus important. Moi, je fais le pari de penser que c'est plus efficace de faire comme ça. Libre à qui que ce soit de vouloir faire autrement. Mais j'ai l'impression, et tu peux témoigner toi si tu veux, mais que ça fonctionne, tu vois. Si j'étais venu en te disant juste ok, on met tel ou tel protocole, on répond à on répond à ton besoin en faisant juste des trucs très, très concrets ou quoi que ce soit, ben peut-être qu'on t'aurait jamais fait faire de rock climb. Parce que Mhm. le rock climb, c'est pas forcément l'exercice qu'on va avoir envie de mettre en avant pour développer un gros dos, par exemple, tu vois. Mhm. Alors que t'es venu de base avec un objectif physique. Tu vois ce que je veux dire? Pour autant, t'as pris un vrai plaisir à faire des rock climbs pendant tout ton effort. Et tu vois là que tes bras ils sont développés, que ton dos il est plus fort, que ton grip il est plus fort, que t'es beaucoup plus à l'aise. Non, mais je veux dire, tout ça, ça montre bien qu'on a quand même réussi à te faire progresser. Ouais, et alors que sur le papier, C'est pas n'importe forcément le qui, ou truc du le moins, plus efficace, t'aurais dit que tu non. vois. Ouais, ok. Il y a un truc dont tu m'avais parlé, et sur lequel je m'étais remplacé, qui était intéressant. Mhm. Tu m'avais parlé un jour de la force du grip et de à quel point c'est lié à notre santé Mhm, cardiovasculaire. ouais, Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? C'est un coach de CrossFit News Factory, Romain. Donc si tu passes par là, Romain, merci parce que c'était très intéressant. Qui m'a parlé de ça parce que j'avais moi une douleur au poignet en fait. Euh, une douleur un peu bizarre. Je sais pas, une sorte de gêne, quelque chose qui allait pas. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je sais pas comment ça se fait que ça va mieux, mais ça va mieux. Et en fait, du coup, pendant un temps, je renforçais beaucoup mon grip en me disant, ok, peut-être que j'ai quelque chose qui est un peu faible au niveau de mon poignet et qu'en renforçant mon grip, bah, ça ira mieux. Juste pour contexte, par grip, on entend la force de Force de prise. préhension. Ouais, c'est ça. Préhension. Exactement. Ouais. Force de prise, tu peux dire force de prise, je D'accord. pense que c'est aussi juste, hein, mais c'est. Oui, la force de préhension. C'est ça, le grip, c'est la puissance à laquelle on va pouvoir serrer notre main pour agripper quelque chose. Euh, Et en fait, je parle à ce moment-là avec Romain qui me dit, ah oui, plus il y a des études qui montrent que ben, le grip est en lien direct avec la santé cardiovasculaire. Et je lui dis, mais
c'est fou, quoi. Il me dit, ah ouais, tu pourras aller voir. Et en fait, il y a une étude qui est sortie en. Alors, il y a bien des études avant, mais qui est sortie l'année dernière, je crois. La plus récente, c'était l'année dernière. Et en fait, qui montre tous les bienfaits. C'est pas tous les bienfaits d'avoir un bon grip, mais en fait, qui montre à quel point ça peut être un indicateur hyper efficace de la santé cardiovasculaire. Ça veut dire si, par exemple, tu te rends compte que, ou même tu l'entends, tout simplement, tu as tes parents, par exemple, qui un jour vont te dire, ah punaise, je sens que j'ai du mal, je sais pas, à couper les légumes et tout. Ben en fait, à ce moment-là, ça. Non, mais c'est vrai, Non, comme mais ça, c'est marrant, un mais exemple très concret, c'est c'est vrai. ça, tu vois. Oui, oui. Genre, t'as peut-être ton père un jour qui va dire, punaise, genre, je galère à couper cette pastèque alors qu'il a jamais dit qu'il galérait avant. Mhm. Et ben en fait, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourra te faire tilt et dire, Ah oui. waouh, Ou même, maintenant, la première chose qui me vient en tête, c'est ouvrir une bouteille, tu vois, parce que t'as la complètement, force de exactement. dévisser le bouchon. Et ben en fait, ça peut être un très bon indicateur et surtout euh, comment dire ça? En fait, c'est littéralement le miroir de ta santé cardiovasculaire. Ça veut dire que Les- ça veut pas dire que si tu as un très bon grip, ton cœur va aller mieux. C'est pas ça, hein. Mais par contre, ça veut dire que si tu as une faiblesse au bout d'un moment à- qui commence à se faire ressentir, eh ben il y a un lien direct qui est quasi certain, en tout cas qui sur les études qu'on a pu observer est certain que ça peut que tu peux avoir un problème cardiovasculaire qui est en train de se développer avant même d'avoir tous les autres symptômes de ce problème cardiovasculaire. Il y a une possibilité, donc, autant les check dans ce cas-là. Ouais, exactement. Et c'est hyper efficace. Enfin, c'est hyper fiable, hyper efficace. Ok. Et, et voilà, mais très très intéressante comme étude. Et voilà, ouais, très très intéressante, ouais. D'accord. Ben voilà, si vous, un jour, avez envie de check avec les parents s'ils ont une bonne santé cardiovasculaire, qu'ils attrapent quelque chose, qu'ils essaient de le serrer, il y a même des fois des exercices en vrai que tu peux Ouais, faire. tout à fait. Donc ça ne veut pas dire que le renforcer va améliorer ta santé cardiovasculaire, en revanche. Ah, alors, Ça veut dire qu'il faudrait aller consulter à ce moment-là quelqu'un pour en fait, analyser. dans l'étude en question, on montre bien que plus ton grip est fort, plus Ah les non, personnes ont un grip qui est puissant, plus ils ont une bonne santé cardiovasculaire. Mais ça veut pas dire que. Alors, il y a un lien, il y a une corrélation, mais il n'y a pas un lien de cause à effet. d'accord. Donc, on constate Ce n'est qu'une pas parce que personne, tu commences à muscler ton grip que alors que forcément ton ton cœur va aller que mieux. forcément ton cœur. Voilà, c'est pas ça. Mais par contre, on constate que les gens qui ont un gros grip, qui ont une grosse force de préhension, ont un cœur en meilleure santé que ceux qui ont, sans entraînement spécifique du grip, une force de préhension plus faible. C'est ça qui est observé. Maintenant, c'est pas un lien de cause à effet. Ça veut pas dire si tu veux entraîner, enfin si tu veux que ton cœur soit en bonne santé, aller marcher, aller courir, faire une activité, C'est complet. voilà, c'est ça qui va te permettre d'être plus à l'aise. C'est pas de faire du renfort grip dans le canapé. Mhm, Voilà, mon idée. mhm. J'ai touché ton Mais pied par erreur, donc ouais, je tiens à j'ai. préciser que ce T'inquiète. n'était pas intentionnel. Tu souhaitais rajouter quelque chose? En fait, ouais, j'ai un truc que je trouvais intéressant et je me suis fait la remarque là en même temps qu'on en parle. J'ai un ami à moi qui a son papa qui est assez âgé, qui est malade, qui a eu du mal à tourner le volant de la voiture la dernière fois. D'accord. Et en fait, maintenant que je me fais la remarque, eh ben, c'est vrai que cette personne qui a des mains de bûcheron, Bûcheron. tu vois, Mhm. enfin, c'est une personne âgée, mais qui a beaucoup travaillé de ses mains. Euh, et bah, cette faiblesse, j'ai pu la voir en direct chez une personne qui a une maladie et qui est faible et qui a cette force de préhension qui est tellement réduite que même Ah, tourner le volant, c'est difficile. alors que c'est quelqu'un qui probablement avant avait énormément de force dans ses mains, de Exactement. par le Ouais, métier ouais, manuel. exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Donc là maintenant le diagnostic de sa maladie est fait, mais peut-être que cette difficulté à tourner le volant aurait pu être, enfin, était déjà constatable Ou un quelques années diagnostic avant similaire même. aurait pu Voilà, être ouais, observé avant. exactement, Et... ouais. Bah, c'est bon à savoir, en Mais fait. à retenir, ouais, la force de préhension est un excellent indicateur de la santé cardiovasculaire chez n'importe quelle personne. C'est-à-dire si vous observez quelqu'un qui a à un moment donné une perte de force de préhension, qui se sent faible, eh ben ça peut être intéressant d'aller voir Ça un coûte rien du cardiologue moins ou d'aller vite fait voilà, voir. ça coûte rien et ça peut permettre de prendre en charge une quelconque maladie assez rapidement. D'accord. Bah bon, ça va. Pour retourner un peu sur le côté psychologique de la chose, Mhm. euh,
Pour moi, il y a une des motivations que j'avais en commençant le sport, c'était aussi d'un point de vue plutôt santé mentale. Mhm. C'était pas que j'allais mal, mais je savais que il y a du potentiel voilà, à aller en salle de sport, à faire une activité qui est potentiellement ludique ou du moins dans laquelle je sens que je travaille, je transpire, etc. Par logique chimique, des endorphines, etc. qui sont créées enfin et produites par mon cerveau. Et donc le fait d'avoir voilà, déjà une sensation d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait quelque chose de positif pour mon corps, pour ma santé, mais aussi quelque chose qui voilà, me divertit directement. Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu sais, ou est-ce que ça a été étudié, que le sport est quelque chose qui peut contrer des maladies enfin des maladies, de la dépression par exemple, ou des troubles euh, émotionnels, ou des choses comme ça? Est-ce que ça a été prouvé? Ouais. Euh, Alors, je vais avoir un avis très nuancé sur la question. Pour plusieurs raisons. Le sport est un bon outil, mais c'est pas une solution. Si quelqu'un va mal dans sa vie, on va prendre l'exemple de la dépression. Si une personne a un trouble dépressif quelconque, que ce soit purement chimique, que ce soit dû à un traumatisme, que ce soit un épisode douloureux dans sa vie, le sport n'est pas une solution finale. C'est un très bon exutoire. Ça permet de réguler les hormones, ça sécrète endorphine, dopamine. Euh, c'est très bon parce que ça va permettre de relancer un petit peu tout ça et de ressentir du plaisir et du bonheur dans un épisode qui est difficile. Mais c'est pas une solution finale, absolument pas. La vraie solution, c'est d'aller voir un psychologue, d'être accompagné et de trouver euh, d'avoir un accompagnement sur le problème de fond. Et je trouve que c'est très intéressant, enfin c'est très important, pardon, de nuancer ce propos parce qu'aujourd'hui, c'est hyper répandu et notamment, je vais revenir sur le discours du développement personnel, mais c'est hyper répandu enfin ça fait presque consensus chez la jante masculine de ce truc de ah elle t'a trompé, on en fait des mèmes sur Instagram, sur TikTok et compagnie, elle t'a trompé, viens on va à la salle et Retour à la compagnie. salle, machin. C'est pas ok, on peut. Ok, on peut complètement. Mais d'un point de vue purement humain, déjà, aller à la salle de sport, ça va te faire du bien. Ça va pas te permettre d'être une meilleure personne. Si tu t'es séparé, enfin, que tu avais peut-être des choses à remettre en question, que au niveau de ton comportement ou quoi que ce soit, aller te donner à fond à la salle euh, pour, euh, pour faire exutoire de tes mauvais sentiments, reprendre confiance en toi, et ensuite reproduire les mêmes erreurs avec une autre personne, dans le cas où t'es fautif de quoi que ce soit, c'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est juste, c'est beaucoup présenté comme une solution. C'est pas du tout une solution. D'ailleurs, c'est même, je pense que ça peut même être, enfin aujourd'hui c'est même assez toxique, je pense, d'avoir cette approche-là, dans le sens où ça pousse les personnes à croire que la santé mentale repose sur la condition physique. La santé mentale a un aspect, a un lien direct avec la condition physique, mais avoir une bonne condition physique ne veut pas dire que tu as une santé mentale qui est stable. Il y a des personnes qui sont des go muscu, qui présentent des physiques très très Qu'est-ce ça, des ego muscu, des go muscu. Genre, c'est les mecs qui pour font de la l'ego, tu veux salle dire? c'est vraiment le pratiquant de musculation. Pour l'ego, tu veux dire? Non, 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 Ah, non, non, c'est pas les go muscu, c'est ah, les, espace, go muscu. d'accord, ok, ok. C'est Ça s'appelle comme ça, d'accord, ok. voilà, Je si tu connaissais pas. connaissais pas, bah, c'est vraiment le mec qui va à la salle faire de l'hypertrophie, qui compte ses cales, qui a D'accord, un ok. physique un peu assez développé et voilà. D'accord, Le pratiquant de musculation, en gros. d'accord. Chez les go muscu, tu vas avoir beaucoup ce truc d'avoir des personnes qui deviennent pas forcément arrogants, mais qui vont avoir cette approche au bout d'un moment je sais pas, par exemple, de dire non, mais voilà, moi, je sais ce que je fais, je vais très bien,
Je fais mon sport tous les jours. Tous les jours, je vais 2 heures et demie à la salle. Je compte toutes mes cales. Toute ma vie repose autour du sport et je suis très heureux comme ça. C'est... Alors, j'aimerais vraiment que les personnes puissent remettre en question ce modèle-là parce que c'est pas ça qui rend heureux. La vie ne repose pas sur le fait d'avoir une bonne condition physique. La Mhm. vie repose sur le fait de se sensibiliser à ce qui se fait autour de nous, à l'art, à la nature, développer un projet professionnel qui nous rend heureux, un jour fonder une famille, peu importe. C'est peut-être, là, c'est un cliché, hein, Mhm. mais ce que je veux dire, c'est que la vie ne repose pas sur le fait d'avoir une bonne condition physique. Mais est-ce que tu trouves du coup que ça peut être toxique? Ah oui, mais parce que D'accord, ok. justement, la personne qui va tous les jours 2h30 à la salle et qui annihile toutes sortes de d'autres distractions, peut-être quelque chose à un moment donné à creuser du côté de sa santé mentale. Après là, Parce on qu'il y a peut parle dans le cadre de la muscu, mais ça peut être applicable à n'importe ça quel peut être autre domaine au exactement, final. ouais, complètement. Ok. Euh, sur le plan purement pratique, si aujourd'hui une personne est dépressive, je l'encourage 1000 fois à aller faire du sport. 1000 fois. Et d'ailleurs, il existe plein d'organismes aujourd'hui qui mettent en place des programmes qui sont dédiés à faire des cours de sport collectifs avec des personnes qui ont un trouble dépressif et où vraiment le but, ça va être des fois juste d'aller marcher en forêt, de faire des exercices de renforcement assez classiques, aller faire je sais pas, aller jouer dans un parc, faire quelques passes avec un ballon qui, en fait, sont juste de l'activité physique pure et dure, juste prendre un petit peu de plaisir et se reconnecter un petit peu à ce qui nous entoure, c'est très bien. En fait, au final, là, on parle de faire quelque chose de physique. C'est-à-dire Ouais, là, c'est d'activité bouger physique, le ouais. corps au final. Ouais, Peu importe dans quel contexte, que ce soit pour soulever des poids à la salle ou pour, comme tu viens de le dire, ouais. shooter dans un ballon. Après, là, pour avoir une libération d'endorphine, de dopamine, tout ce qui est sérotonine et compagnie, il faut quand même qu'il y ait un, un stress qui est appliqué, donc que l'exercice soit assez intense et tout ça. D'accord. Donc, On pour le parle en coup, termes, donc une certaine durée, une certaine intensité. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que l'activité en tant que telle procure déjà, même rien que dans le fait de prendre sa vie en main. Mhm. Il y a ce truc de ce qui est très répandu chez les personnes qui souffrent d'un trouble dépressif, ça va être le fait d'être inactif longtemps. Mhm. Il va avoir du mal à sortir du lit le matin, il va avoir du mal à faire des trucs. Juste, il y a ce sentiment de Procrastination, tout ça. juste. Mais c'est même pas forcément procrastiner, parce qu'il y a même pas de. Il y a même pas de. Il y a même pas une dynamique de repousser quelque chose. C'est vraiment Ah, juste. d'accord. Il y a l'envie de rien faire. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus facilement. Le fait que des gens qui souffrent d'un trouble dépressif ont même du mal à aller prendre une douche, ont même du mal à aller se faire à manger, ont du mal à faire plein de trucs où ils peuvent ressentir la faim, mais aucune envie, des fois ils la ressentent même pas, mais je veux dire, aucune envie d'aller préparer et préfèrent ne rien manger que se lever et aller préparer. Donc, réussir à faire un premier pas vers juste le fait de bouger, ça a déjà des vertus. Mhm. Par là, cette sensation de prendre ta vie en main, comme tu as dit De avant. prendre sa vie en main, de refaire des trucs, après être sorti dans un parc et tout, peut-être que ce sera plus facile au bout de quelques fois à rentrer et dire bon, bah, je vais peut-être quand même cuisiner, je vais peut-être quand même Ouais, aller faire ok. ça, etc. Oui, c'est vrai, puisque une fois que tu es sur ta lancée, enfin, pour Ouais, c'est vraiment ça. vulgariser la chose, si je commence à nettoyer quelque chose, par exemple, je souhaite nettoyer mon appartement, si je commence par nettoyer petit à petit ou en me disant juste je vais faire 10 minutes, potentiellement qu'à la fin j'en ai fait 30, Ouais, exact. mais j'ai nettoyé tout l'appartement. Ouais, Ok. c'est ça, c'est ça. Et c'est juste parce que le début, le premier pas était compliqué. Et là, dans un cas de quelqu'un avec des troubles dépressifs, ce premier pas, pardon, paraît tellement grand et insurmontable que du coup il n'est jamais pris. Mais en Ouais, revanche, exact. il y a par exemple, parce que oui, si tu te dis, ok, j'ai un trouble dépressif, a priori, il faut que je fasse du sport, parce que tout le monde, de nos jours, sur Insta, dit, voilà, si t'es là, t'es dépressif, c'est qu'il y a un problème, faut que t'ailles pousser des poids, ou je ne sais trop quoi, qui rejoint un peu cette idée toxique. Bah, l'idée d'aller dans une salle de sport bondée de monde, soulever des poids, où tu sais pas vraiment comment tu fais, pour quelle finalité, pourquoi est-ce que tu vas le faire, ça coûte de l'argent, tu vois. Il y a Ouais, beaucoup de gens, je pense, très qui complexe. s'arrêtent déjà là, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en réalité, sortir de chez soi, marcher, aller dans un parc, faire une micro-activité sportive, Ouais, en soi, ça peut apporter c'est ça. pas mal de choses. Et voilà, en fait, surtout, je faisais ce parallèle avant, dans le sens où prendre soin de sa santé mentale, notamment pour une personne, voilà, là on disait le fait de bouger, ça doit s'accompagner d'avoir un professionnel qui va accompagner en profondeur et parler de ce qui doit
et en fait régler le problème, s'il y a un problème, ou en tout cas faire en sorte qu'il soit moins douloureux à vivre au quotidien. Faire semblant qu'il n'existe pas en, en faisant tourner toute sa vie autour du sport, c'est pas quelque chose de plus sain Ouais, que de ne pas faire de sport. d'accord. Est-ce que tu penses que l'image de soi, que ce soit donc dans le cadre du sportif, donc de la salle par exemple, donc là j'ai en tête les personnes qui vont mettre en avant un certain physique, potentiellement portant par exemple Mhm, des débardeurs ou des choses comme ça, ou des choses qui sont, tu le vois souvent en salle de sport, tu vois, des mhm, choses où tu as cette volonté de montrer un certain physique, donc une image de soi. Est-ce que tu penses que le fait de, admettons maintenant je suis quelqu'un qui porte que des pulls, parce que je sais pas, j'ai peur du regard extérieur, mais potentiellement que en dessous, j'en cache beaucoup, pour, pour le dire comme ça. Est-ce que tu penses que ok. concrètement, c'est une question que j'ai vraiment, le fait de potentiellement porter quelque chose qui va montrer plus un physique, qui va te faire potentiellement gagner en toi en réalisant qu'il y a en effet un Mhm, physique, est-ce que ça va par sorte de piège mental, dans le sens piège, dans le sens où c'est pas intentionnel et ça va avoir un effet inconscient presque, ça va potentiellement influencer ta capacité à performer, donc à soulever plus lourd, euh, ou faire une séance plus longue, ou plus de répétitions. Est-ce qu'il y a un lien direct là, tu penses, d'après toi, entre l'image que ouais. tu as de toi? Donc ça peut être du coup le cas inverse, où tu portes un pull, t'es sûr que t'es vraiment pas comment dire, musclé ou dans un état où tu vas pouvoir soulever lourd. Et du coup, tu vas jamais tester, sortir de ta zone de confort, comme on a dit avant, etc. Du coup, Mhm. ne jamais évoluer. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien un peu direct entre le côté plutôt superficiel et le côté psychologique? Euh, alors, il y a même un lien purement physiologique même. Euh, D'accord. Physiologique et pas ouais, psychologique. même pas que psychologique, c'est ça qui est génial. Nos sens, ils nous permettent de capter une information. Mhm. Donc, la vue, on capte la lumière, on capte, enfin, tu vois, le principe des couleurs et compagnie, voilà, on capte de la lumière, on réceptionne l'information, on la traduit, et on en fait quelque chose avec notre cerveau. Notre oreille, pareil, je sais plus, je sais plus c'est quoi, c'est des ondes, L'oreille il me semble, interne, elle voilà. capte, ouais. Bref, on capte de l'information avec nos sens. Notre kinesthésie, nos mains, on capte une sensation de toucher. Là, je sens qu'il y a quelque chose de dur, je capte une sensation. On a déjà observé que, par exemple, le fait de toucher la partie qu'on est en train de travailler, en même temps qu'on la travaille, permet d'avoir une contraction plus forte. Notamment par le fait qu'on touche le muscle en question. Et qu'on sent, du coup, on capte l'information qu'il est en train de se contracter, donc on arrive à le contracter encore plus fort. D'accord, ok. Donc là, On tu parle vois, tu, d'un exemple où tu es sûr, tu fais du curl biceps et tu et tu touches le touches ton biceps en biceps en parallèle. même temps, et ben il y a vraiment ce truc, il y a en termes d'activation de cellules musculaires, et ben on constate que il y a une activation qui est plus forte quand tu touches que quand tu touches pas. Ça veut pas dire qu'il va falloir se On est bien. palper à chaque exercice qu'on fait, hein, mais on voit que ça peut avoir un effet. D'accord. Et en fait, si on était capable d'entendre notre contraction, Ouais. bah ça aurait aussi un effet. Si là je branche des écouteurs et que Ah, prise t'entendais les jack dans fibres voilà, musculaires et se ben t'arriverais, le fait contracter. de capter l'information provoquerait aussi une contraction plus forte. Et en fait, c'est pareil, le fait de voir le muscle travailler, et ben en fait, on capte une information et on le voit travailler, et en fait, on arrive, euh, on crée Une on crée connexion neuronale, en fait. ouais, je sais pas si c'est neuronal, mais en tout cas, on arrive à contracter plus fort. Ah oui, Donc, d'accord, ok. selon ce qu'on va faire, selon nos objectifs et tout ça, eh ben, ça peut avoir un vrai impact. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que euh, je pense que la mode joue énormément aujourd'hui, dans le sens où là, on est un peu plus dans l'oversize. Pour autant, il y a autant, je pense qu'il y a un vrai plaisir de remplir son oversize. Tu vois ce que je veux dire? Et du Ok. coup, on arrive à Le avoir ce, vêtement trop grand, tu veux dire? Le fait de remplir un vêtement trop grand, pas c'est ça que tu forcément veux de dire? remplir le vêtement trop grand, mais les coupes aujourd'hui font que si, même si t'as pas forcément, même si t'es pas moulé et que tu vois pas le muscle travailler tout de suite, eh ben, il y a probablement l'information que tu captes et l'énergie globale que tu renvoies quand tu te regardes dans le miroir avec un pull un peu large, mais où t'as quand même des épaules larges dedans, ou ce genre de choses, fait que, à mon avis, il y a aussi, ça annule probablement le fait de ne pas pouvoir voir le muscle travailler.
Maintenant, on est sur de l'optimisation pure et dure. Ça veut dire que Oui, on parle de... si t'es pas beaucoup dans l'intensité, si c'est hyper facile ce que tu fais et que tu touches, tu vas pas voir ton biceps quintupler de volume. Mais, euh, mais c'était C'est la cerise sur notamment. le gâteau, c'est Ouais, voilà, c'est cherry ça. on the cake. Voilà, entre autres, Bon, c'est d'accord. exactement ça. Non, voilà, oui, il y a un impact, ça peut être très utile. D'accord. Maintenant, ça dépend du niveau, ça dépend de plein de choses. J'ai une autre question maintenant qui me vient en tête. Ouais. Est-ce que c'est utile de porter des gants? J'ai vu plein de gens en salle porter des gants quand ils font, ça peut être même des muscle-up, juste comme ça. Est-ce qu'il y a une vraie utilité derrière? Enfin, la première chose que je me dis, c'est que tu portes un gant pour potentiellement éviter de trop t'abîmer la main Mhm. ou avoir un meilleur grip. Mais bon, il y a la magnésie qui peut t'aider à avoir un meilleur grip au final. Donc, pourquoi porter des gants? Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Est-ce que c'est purement esthétique? Est-ce que Je c'est... pense que je pense que c'est culturel, tu vois. Ah ouais? Ouais, bah je pense D'accord. parce qu'à l'époque, les gros les vrais gros bodybuilders de l'époque portaient des gants quand ils s'entraînaient. Du D'accord. coup, Ah, ce serait une influence moi, je de... pense que c'est une influence parce que concrètement, il y a pas du tout d'impact positif à utiliser des gants, tu vois. Concrètement, ok. Ouais. Même tu le sens, je pense, en fait, quand tu utilises de la magnésie et que tu te suspends à une barre de traction, ton grip est beaucoup plus, enfin, t'es beaucoup plus à l'aise que si tu mets des gants et que Mhm. t'as pas les mêmes sensations, tu vois. Mhm. Maintenant, j'ai pas l'information de savoir si s'il y a des liens physiologiques par rapport à ça. D'accord. Après, ça pourrait rejoindre la chose un peu de connexion, de toucher. Vu que tu as un Ah gant, ouais, ouais. tu as une couche qui vient sur ta main et qui vient pas directement en Ouais, sensation peut-être, peut-être. sur la corde, j'ai dit, mais potentiellement la barre plutôt. Hmm. Potentiellement que ça a une influence. Enfin bref. Ouais, c'est possible. Je sais pas. J'ai pas l'information pour le coup. Il y a des personnes qui nous écoutent probablement, qui sont, parce que bon, le thème de la vidéo invite quand même pas mal de personnes qui sont dans le domaine sportif déjà de base ou qui sont intéressées par le domaine sportif. Mhm. Pour la personne qui visionne ça, qui l'écoute et qui se dit que ce serait bien de retourner à la salle de sport, de commencer à nouveau, parce que physiquement il y a du laisser aller, ou même juste on se sent pas aussi bien qu'avant, etc. Pour la personne qui visionne ça et qui se dit ça, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose qui pourrait permettre à cette personne de se lancer J'en ai même deux que je vais réunir en un. C'est de pas avoir honte. Je pense que sincèrement, c'est c'est le truc le plus fort que je peux dire. C'est de pas avoir honte et d'y aller progressivement. En fait, c'est difficile de se dire que des fois, ben, je me sens capable que de sortir marcher 5 minutes. On se sent ridicule parce que ben, la personne qui commence le sport elle va dire allez, vas-y, je vais courir une demi-heure, je vais courir 1 heure. J'ai un exemple très concret d'un pote à moi qui s'arrête tous les 3 mois de faire de la muscu. Et l'autre jour, il vient me voir et me dit ah ouais, tu peux me dire ce que t'en penses. Là, je me suis fait un programme et tout. Le type se planifiait 8, 9 exercices par séance. D'accord. Il voulait y aller 4, 5 fois par semaine. Je dis mais en fait, tu reprends. Je dis mec, même si tu fais que un exercice, deux exercices, trois exercices, vas-y progressivement. Mhm. Et il n'y a aucune honte, même si ton temps de trajet est plus long que le temps que tu passes à la salle, la honte, la vraie honte, c'est d'avoir honte de ça. Tu vois, c'est de dire. La honte, c'est de se moquer des gens qui ont la démarche. Mhm. Mais il n'y a rien de honteux au fait de marcher que 5 minutes. Il n'y a rien de honteux au fait de reprendre la course en courant 3 minutes d'affilée, en faisant une pause et en rentrant chez soi. Y a, Personne ne donne de standard pour commencer. Même si tu vas, que tu vas juste tester des machines et que tu rentres, t'es pas obligé de te tuer à l'effort et de te donner à fond dès le début. Vas-y progressivement et dis-toi que la personne qui se moque de toi, si tu décides de faire que 15 minutes de salle, tu prends un abonnement dans une salle connue et tu fais des séances de 15 minutes, la personne qui se moque de toi parce que tu pars au bout de 15 minutes, eh ben elle est déjà, enfin, t'es déjà à des années-lumière de son état d'esprit en ayant simplement la démarche de quand même y aller. Mhm. Et donc moi, c'est le conseil que je donnerais aujourd'hui et que que j'essaie de donner le plus souvent à un maximum de personnes, c'est de pas avoir honte et de juste faire ce qui te plaît, y aller progressivement et d'y aller vraiment progressivement. Donc Peu même importe à quel point ça peu paraît petit au importe à quel point début, ça peut paraître petit au début, le faire quand même, quoi.
Même en vrai, je vais peut-être même donner un témoignage concret. Ma mère, elle travaille dans la logistique, donc elle porte des cartons, des trucs comme ça, elle fait des palettes tous les jours et tout ça. Elle voulait reprendre un peu le sport et au tout début de ma licence, quand je lui dis ah ouais, tu pourrais faire ça, 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 je lui donnais des trucs qui me semblaient être légers, qui me semblaient être faciles, mais qui représentaient tout de suite beaucoup pour elle. Et en fait, avec les années, euh, je me rends compte que. Et aujourd'hui, elle fait du sport tous les jours. Ma mère fait du sport tous les Ouais. jours, alors qu'elle a jamais été sportive à la base, hein. Et ben en fait, ce qui l'a aidé, c'est de commencer. Alors, vous voyez les steps, vraiment le truc un peu attrape-nigo qu'il y a au téléachat. Ben, ma mère, elle s'est acheté un truc comme ça qui est clairement pas forcément génial, tu vois. Mais je veux dire, elle s'est acheté un truc comme ça et elle a commencé juste à en faire 10 minutes. Et en fait, de fil en aiguille, et ben, elle a commencé à en faire 10 minutes, puis à en faire 20, 30. Maintenant, elle fait des petits exercices pour les épaules, pour les bras, pour le dos. Elle fait son petit step tous les jours en regardant sa série. Elle s'est mise à bouger juste en y allant complètement progressivement dans son coin. Alors déjà, je l'admire énormément. Maman, si tu vois ce podcast, j'admire beaucoup la démarche parce que je trouve ça génial. Euh, mais c'est hyper fort parce qu'en fait, il faut avoir le courage d'y aller progressivement à ce point-là. Il faut avoir le courage de dire j'achète un truc où je sais qu'on s'en moque un petit peu sur les téléachats et que ça paraît pas être quelque chose de fort, tu vois, d'utile. Mais je l'achète quand même et je le fais quand même, même si au bout de 5 minutes j'en ai marre, ben le lendemain je vais encore faire 5 minutes. Ouais. Si là, si aujourd'hui, eh ben, on lui dit ah ouais, c'est cool, tu fais du sport tous les jours. Bah oui, elle fait du sport tous les jours. Mais il y a 6 mois en arrière, ou il y a un an en arrière, il y a 6 mois plutôt, il y a 6 mois en arrière, on lui aurait dit ouais, enfin bon, tu fais du sport tous les jours, tu fais 5 minutes de step, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça, en fait, c'est pas un discours. Il faut pas se laisser influencer par ça parce que c'est en commençant petit qu'on arrive à faire des choses très cool sur le long terme. Voilà. C'est mon Ok. petit conseil. Très stylé, très bien. Merci à toi. Pour finir, pour conclure, est-ce que tu aimerais parler de quelque chose par rapport à toi? C'est le moment un peu plus promo, voilà, parce que potentiellement qu'il y a des gens Ok. qui veulent te suivre plus loin parce qu'ils ont aimé ce que Ouais. tu as dit, ils aiment bien la façon que tu as de penser. Ça peut être intéressant, Ouais. comme moi, il y a 6 mois, d'être accompagné par quelqu'un Eh de comme toi. ben, alors vous pouvez me retrouver sur la page 4.10 TR pour 4.10 training sur Instagram. Je l'écrirai sur l'écran. Au top. Je propose du contenu un petit peu éducatif, de la review d'études scientifiques, je vulgarise des concepts de base. Euh, voilà, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur cette page Instagram. Et de manière générale, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, je serais ravi de pouvoir vous y répondre, soit via mon compte Instagram, soit via l'espace commentaire de cette vidéo, s'il y a un espace commentaire. Je pense qu'il y aura un espace commentaire. Ah oui, bien sûr, oui, Et bien ben sûr, voilà, bien sûr. dans l'espace commentaire, D'ailleurs, je serais pardon, ravi de vas-y. pouvoir répondre à vos questions. Ouais, nickel. Voilà. Et d'ailleurs, espace commentaire dans lequel volontiers je répondrai ou je prendrai tout type d'avis par rapport au déroulement du podcast, comment ça a été, est-ce que il y a des choses à améliorer, il y en a forcément. Donc n'hésitez pas. Euh, mais voilà, on est sur la fin. Au Merci top. beaucoup à toi. C'était Merci très à cool. toi. C'était hyper cool. Genre Et vraiment bah, au très cool. prochain.